93 milliards d'années-lumière. C'est le diamètre de ce que nous appelons l'univers observable. Un chiffre tellement colossal qu'il dépasse toute capacité d'imagination humaine. Et pourtant, ce nombre représente peut-être moins d'un milliardième de ce qui existe réellement là-bas, dans l'obscurité infinie. Pendant des décennies, nous avons cru comprendre l'étendue du cosmos. Nous avons pointé nos télescopes vers les confins de l'espace, capturé la lumière des galaxies les plus lointaines, et nous nous sommes congratulés d'avoir cartographié l'univers. Nous avions tort. Complètement tort. Ce soir, tu vas découvrir 3 vérités qui vont transformer ta perception de l'existence. Premièrement, pourquoi ce que nous voyons n'est qu'une prison cosmique dont nous ne pourrons jamais nous échapper. Deuxièmement, comment des milliards de galaxies s'éloignent de nous plus vite que la lumière elle-même, emportant avec elle des secrets que nous ne percerons jamais. Et troisièmement, pourquoi l'univers que nous croyons connaître pourrait n'être qu'une bulle microscopique flottant dans un océan d'existence dont nous ne soupçonnons même pas la nature. Ce que tu vas entendre ce soir va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur notre place dans le cosmos. Tu vas découvrir pourquoi les scientifiques les plus brillants de notre époque admettent, dans l'intimité de leur laboratoire, que nous sommes peut-être condamnés à une ignorance éternelle. Et cette ignorance n'est pas le fruit de notre incompétence technologique. Elle est inscrite dans les lois mêmes de la physique. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, abonne-toi à cette chaîne. Le voyage commence maintenant. Pendant longtemps, la version officielle de notre compréhension cosmique était rassurante. Les manuels d'astronomie, les documentaires à grand public, les conférences scientifiques, tous racontaient la même histoire. Une histoire de progrès, de conquête intellectuelle, de lumière triomphant sur les ténèbres de l'ignorance. Cette histoire commençait toujours de la même manière. Il y a environ 13 milliards, 800 millions d'années, le Big Bang a donné naissance à l'univers. Depuis lors, l'espace s'est étendu, les galaxies se sont formées et la lumière des premiers instants a voyagé jusqu'à nous. En captant cette lumière, nous pouvons voir le passé lui-même. Nous pouvons observer des galaxies telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années. Et grâce à nos télescopes toujours plus puissants, nous repoussons constamment les frontières de notre connaissance. Cette narrative était belle, elle était inspirante. Elle suggérait que, avec suffisamment de temps et de technologie, nous finirions par tout voir, tout comprendre, tout cartographier. Le télescope spatial Hubble nous a offert des images d'une beauté à couper le souffle, révélant des milliers de galaxies dans des portions du ciel que nous pensions vides. Son successeur, le télescope James Webb, a repoussé encore plus loin nos capacités d'observation, captant la lumière infrarouge des objets les plus anciens et les plus lointains. Chaque nouvelle découverte semblait confirmer notre progression inexorable vers une compréhension totale du cosmos. Les chiffres étaient vertigineux, certes, mais ils semblaient maîtrisables. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. Autour de ces étoiles orbitent des planètes innombrables. Nous avions même commencé à en cataloguer certaines, à mesurer leurs atmosphères, à spéculer sur leur habitabilité. Tout semblait sous contrôle. Tout semblait à portée de notre compréhension. Mais la réalité est beaucoup plus sombre, car cette belle histoire que nous nous racontions reposait sur une confusion fondamentale. Une confusion entre ce que nous pouvons voir et ce qui existe réellement. Et cette confusion n'était pas une simple erreur de calcul ou une approximation commode. Elle masquait une vérité terrifiante. Une vérité que nous commençons seulement à appréhender dans toute son ampleur. L'univers observable n'est pas l'univers. C'est simplement la portion de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Imagine que tu te trouves au centre d'une immense forêt plongée dans le brouillard. Tu peux voir les arbres autour de toi jusqu'à une certaine distance, là où le brouillard devient trop dense. Tu pourrais croire que la forêt s'arrête là où ta vision s'arrête, mais ce serait une erreur monumentale. La forêt continue bien au-delà. Elle pourrait s'étendre sur des milliers de kilomètres dans toutes les directions. Tu n'en sais rien. Tu ne peux pas le savoir. Le brouillard te l'interdit. Notre situation dans le cosmos est exactement la même.
Sauf que notre brouillard n'est pas fait de gouttelettes d'eau. Il est fait de quelque chose de bien plus fondamental. Il est fait de temps lui-même. La lumière voyage à une vitesse finie. Environ 300 000 km par seconde. C'est rapide, certes, incroyablement rapide à l'échelle humaine. Mais à l'échelle cosmique, c'est désespérément lent. Et cette lenteur crée une barrière invisible autour de nous. Une barrière que nous ne pourrons jamais franchir. Cette barrière porte un nom. On l'appelle l'horizon cosmologique. Et contrairement à l'horizon terrestre que tu peux atteindre en marchant suffisamment longtemps, l'horizon cosmologique est une limite absolue. Une prison dont les murs sont faits de physique elle-même. Pour comprendre à quel point nous nous sommes trompés, il faut d'abord saisir une réalité que notre intuition refuse d'accepter. L'espace lui-même s'étend. Ce n'est pas que les galaxies s'éloignent les unes des autres en se déplaçant à travers l'espace. C'est l'espace entre les galaxies qui grandit. Comme si le tissu même de la réalité était en train de se dilater dans toutes les directions simultanément. Cette expansion a une conséquence terrifiante. Plus un objet est lointain, plus l'espace entre lui et nous grandit rapidement. Et à partir d'une certaine distance, cette expansion devient si rapide qu'elle dépasse la vitesse de la lumière. Tu pourrais objecter que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. C'est ce qu'Einstein nous a appris. Mais cette règle ne s'applique qu'aux objets se déplaçant à travers l'espace. L'expansion de l'espace lui-même n'est soumise à aucune limite de vitesse. L'espace peut s'étirer aussi vite qu'il le veut. Et il le fait. Cela signifie qu'à cet instant précis, des galaxies entières, des amas entiers de galaxies, des structures cosmiques d'une taille inimaginable, s'éloignent de nous plus vite que la lumière ne pourra jamais voyager. La lumière qu'elles émettent en ce moment même ne nous atteindra jamais. Elle court vers nous à la vitesse maximale autorisée par l'univers. Mais l'espace entre elle et nous grandit plus vite qu'elle ne peut le traverser. C'est comme si tu essayais de courir sur un tapis roulant qui accélère constamment. Tu cours de toutes tes forces, mais tu recules quand même. Ces galaxies sont perdues pour nous, à jamais. Elles existent, elles brillent. Elles abritent peut-être des civilisations entières, des êtres conscients qui contemplent leur propre portion du cosmos et se demandent s'ils sont seuls. Mais nous ne les verrons jamais. Nous ne saurons jamais qu'elles existent. Et elles ne sauront jamais que nous existons. C'est comme si deux personnes criaient l'une vers l'autre de part et d'autre d'un gouffre qui s'élargit plus vite que le son ne peut le traverser. Leurs voix ne se rencontreront jamais. Et voici la partie vraiment dérangeante. Ce n'est pas une situation stable. L'expansion de l'univers accélère. Elle ne se contente pas de continuer à la même vitesse. Elle accélère. Ce qui signifie que la région de l'univers que nous pouvons potentiellement observer rétrécit avec le temps. Des galaxies qui sont actuellement visibles dans nos télescopes les plus puissants vont progressivement rougir, s'assombrir, puis disparaître complètement de notre champ de vision. Leur lumière va s'étirer jusqu'à devenir invisible, diluée par l'expansion de l'espace. Et un jour, dans des milliards d'années, le ciel nocturne sera vide. Toutes les galaxies extérieures à notre groupe local auront franchi l'horizon cosmologique et seront perdues à jamais. Imagine les astronomes du futur lointain. Ils regarderont le ciel et ne verront que quelques centaines de milliards d'étoiles appartenant à la fusion de la Voie lactée et d'Andromède. Ils n'auront aucune preuve de l'existence des milliards de galaxies que nous observons aujourd'hui. Ils pourraient nous conclure, logiquement et raisonnablement, que l'univers est petit, statique et qu'il a toujours existé sous cette forme. Toutes les preuves du Big Bang, toutes les traces de l'expansion cosmique auront été effacées par cette expansion elle-même. L'univers leur cachera sa propre histoire. Mais revenons à notre époque, car même maintenant, avec tous nos instruments sophistiqués, nous faisons face à une ignorance fondamentale. Les 93 milliards d'années-lumière de diamètre de l'univers observable ne représentent probablement qu'une fraction infinitésimale de ce qui existe réellement. Certaines estimations suggèrent que l'univers total pourrait être des milliards de fois plus grand que l'univers observable. D'autres modèles théoriques proposent qu'il pourrait être littéralement infini. Et si c'est le cas, alors les 93 milliards d'années-lumière que nous pouvons observer ne sont pas simplement petits. Ils sont mathématiquement insignifiants. Une goutte d'eau dans un océan sans fond, ni rivage. Pendant des années, nous nous sommes extasiés devant les images du champ profond de Hubble. Cette photographie célèbre
montrant des milliers de galaxies dans une portion du ciel si petite qu'elle équivaut à la surface d'un timbre-poste tenu à bout de bras. Nous avons regardé cette image et nous avons ressenti un mélange de vertige et de fierté. Vertige devant l'immensité révélée, fierté devant notre capacité à l'apercevoir. Mais nous aurions dû ressentir autre chose. Nous aurions dû ressentir l'humilité la plus profonde, car cette image, aussi spectaculaire soit-elle, ne montre qu'une infime portion de l'infime portion de l'univers que nous pouvons voir. Et puis, il y a une autre révélation encore plus troublante. Ce que nous appelons l'univers observable n'est même pas vraiment observable dans son intégralité. La lumière la plus ancienne que nous pouvons détecter date d'environ 381 000 ans après le Big Bang. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, cette lueur résiduelle du moment où l'univers est devenu transparent. Avant cette époque, l'univers était opaque. La lumière ne pouvait pas voyager librement. Elle était constamment absorbée et réémise par le plasma primordial qui remplissait l'espace. Cela signifie que les 380 000 premières années de l'existence de l'univers nous sont complètement invisibles. Nous ne saurons jamais directement ce qui s'est passé pendant cette période. Or, nous pouvons faire des calculs, nous pouvons construire des modèles théoriques, mais nous ne pouvons pas voir. La lumière de cette époque n'existe plus sous une forme que nous pouvons détecter. Elle a été absorbée par l'opacité primordiale et ne nous parviendra jamais. Alors, quand nous parlons de l'univers observable, nous devrions être plus honnêtes. Nous devrions dire l'univers partiellement observable, ou mieux encore, la minuscule bulle cosmique dont quelques photons ont daigné parvenir jusqu'à nos yeux. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous sommes des créatures aveugles tâtonnant dans l'obscurité infinie, persuadés de voir le monde parce que quelques rayons de lumière ont réussi à traverser le brouillard. La version officielle de notre connaissance cosmique était donc non seulement incomplète, elle était fondamentalement trompeuse. Elle nous donnait l'illusion de la maîtrise, alors que nous nageons dans l'ignorance. Elle nous faisait croire que l'univers observable était une représentation fidèle de l'univers total, alors qu'il n'en est probablement qu'un échantillon microscopique et non représentatif. Elle nous permettait de nous sentir importants, centraux, significatifs, alors que nous sommes peut-être les habitants d'une bulle insignifiante perdue dans un cosmos dont nous ne soupçonnons pas même les contours. Et c'est ici que le véritable voyage commence, car comprendre les limites de notre vision cosmique n'est que la première étape. Il faut maintenant explorer ce que ces limites signifient réellement. Il faut affronter les questions qu'elles soulèvent. Des questions sur la nature de la réalité, sur notre place dans l'existence, sur la possibilité même de la connaissance. Dans les prochaines parties de ce documentaire, nous allons plonger plus profondément dans ces abysses de l'inconnu. Nous allons examiner les phénomènes physiques qui définissent les frontières de notre perception. Nous allons explorer les forces cataclysmiques qui façonnent l'univers au-delà de notre horizon. Et nous allons affronter les implications existentielles de notre condition de prisonnier cosmique. Car il y a quelque chose de profondément perturbant dans la réalisation que nous ne verrons jamais la majeure partie de ce qui existe. Quelque chose qui touche au fondement même de notre conception de la connaissance et de la réalité. Si des parties entières de l'univers nous sont à jamais inaccessibles, peut-on vraiment dire qu'elles existent pour nous? Et si l'univers est infini, que signifie notre existence finie face à cette infinité? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles n'ont peut-être pas de réponse du tout, mais elles méritent d'être posées. Elles méritent d'être contemplées, ici, dans le silence de la nuit, alors que tu fermes les yeux et que tu imagines les immensités qui s'étendent au-delà de tout ce que nous pourrons jamais voir. L'horizon cosmologique n'est pas simplement une limite physique, c'est aussi une limite à notre capacité de compréhension. Chaque fois que nous regardons le ciel, nous regardons le passé. La lumière des étoiles les plus proches a mis des années à nous atteindre. La lumière des galaxies lointaines a voyagé pendant des milliards d'années avant de toucher nos télescopes. Nous ne voyons jamais l'univers tel qu'il est maintenant. Nous voyons toujours un patchwork de passés différents, cousus ensemble par les limitations de la vitesse de la lumière. Cela signifie que notre image de l'univers est fondamentalement déformée. Les objets les plus lointains que nous observons n'existent peut-être plus sous la forme où nous les voyons. Certaines des galaxies que nous photographions ont peut-être déjà disparu.
engloutis par des collisions cosmiques ou consumés par des phénomènes que nous ne comprenons pas encore. Nous observons des fantômes, des échos lumineux d'un passé révolu, et nous les prenons pour la réalité. Mais au-delà de ces considérations temporelles, il y a la question de l'espace lui-même. L'univers observable a une forme sphérique centrée sur nous, mais ce centrage n'a rien de spécial. Il ne signifie pas que nous occupons une position privilégiée dans le cosmos. Un observateur, situé dans n'importe quelle autre galaxie, verrait également un univers observable sphérique centré sur lui. Et son univers observable serait différent du nôtre. Il inclurait des régions que nous ne pouvons pas voir et exclurait des régions que nous pouvons voir. Chaque observateur dans l'univers possède sa propre bulle de visibilité et ces bulles se chevauchent partiellement. Cette réalité a des implications vertigineuses. Si l'univers est suffisamment grand, ou pire, infini, alors il existe des régions si éloignées de nous qu'aucune information ne pourra jamais voyager de l'une à l'autre. Pas seulement la lumière, aucune information, aucune influence gravitationnelle, aucun signal d'aucune sorte. Ces régions sont causalement déconnectées de nous. Elles pourraient contenir n'importe quoi, des lois physiques différentes, des formes de matière exotiques, des structures impossibles selon notre compréhension. Nous ne le saurons jamais, et c'est peut-être là le plus grand mystère de tous. Non pas ce que contient l'univers observable, mais ce que contient tout le reste. L'immensité invisible qui nous entoure de toutes parts, s'étendant peut-être à l'infini dans toutes les directions. Un océan d'existence dont nous ne percevons qu'une goutte microscopique. Les scientifiques ont tenté d'estimer la taille de l'univers total en analysant les propriétés du fond diffus cosmologique. La courbure de l'espace, telle que nous pouvons la mesurer, semble être extrêmement proche de zéro, ce qui suggère que l'univers pourrait être soit plat, soit d'une courbure si légère qu'elle est indétectable. Un univers parfaitement plat serait nécessairement infini. Un univers légèrement courbe pourrait être fini, mais immensément plus grand que ce que nous observons. Les estimations les plus conservatrices suggèrent que l'univers total a un diamètre au moins 250 fois supérieur à celui de l'univers observable. Cela signifierait un volume environ 15 millions de fois plus grand. 15 millions de fois plus de galaxies, d'étoiles, de planètes, potentiellement de civilisations, que nous ne pourrons jamais détecter. Et ces estimations sont conservatrices. D'autres modèles proposent des chiffres tellement astronomiques qu'ils perdent toute signification intuitive. Alors voilà où nous en sommes. Nous pensions avoir cartographié l'univers. Nous n'avons même pas commencé. Nous pensions comprendre l'étendue du cosmos. Nous ne comprenons que les murs de notre cellule. L'univers observable, avec ses 2000 milliards de galaxies et ses distances incompréhensibles, n'est peut-être qu'un grain de sable sur une plage qui s'étend jusqu'à l'horizon et bien au-delà. Cette prise de conscience devrait nous rendre humbles, profondément, radicalement humbles, car elle nous rappelle que notre perspective est limitée d'une manière fondamentale et irrémédiable. Nous ne sommes pas simplement ignorants par manque de technologie ou de temps. Nous sommes ignorants par nécessité physique. Les lois mêmes de l'univers nous condamnent à ne jamais voir au-delà de notre horizon cosmologique. Et pourtant, malgré cette limitation, nous continuons à chercher. Nous construisons des télescopes plus puissants. Nous développons de nouvelles techniques d'observation. Nous repoussons, centimètre par centimètre, les frontières de notre connaissance. Non pas parce que nous espérons un jour tout voir, mais parce que la quête elle-même a de la valeur. Parce que chaque nouvelle découverte, aussi modeste soit-elle, enrichit notre compréhension de ce fragment de réalité auquel nous avons accès. La prochaine partie de ce voyage nous emmènera plus profondément dans les mécanismes physiques qui définissent notre prison cosmique. Nous explorerons en détail l'expansion de l'univers, les forces qui la gouvernent et les mystères qui persistent malgré des décennies de recherche. Nous découvrirons pourquoi ce que nous avons appris sur notre confinement cosmique soulève plus de questions qu'il n'en résout. Et nous commencerons à entrevoir les implications terrifiantes de notre situation. Car si nous ne pouvons voir qu'une fraction infinitésimale de l'univers, comment pouvons-nous prétendre comprendre quoi que ce soit sur sa nature globale ? Comment pouvons-nous être sûrs que les lois physiques que nous avons découvertes s'appliquent partout ? Comment pouvons-nous savoir si notre échantillon est représentatif ou aberrant ? Ces questions sont fondamentales, et elles n'ont pas de réponse définitive.
Mais la réalité est beaucoup plus obscure que ce que nous avons déjà exploré. Car les limites de notre vision ne sont pas seulement une question de distance et de temps. Elles sont inscrites dans la structure même de l'espace-temps, dans les forces qui le façonnent, dans l'énergie mystérieuse qui accélère son expansion. Et pour comprendre véritablement notre prison cosmique, nous devons maintenant examiner les barreaux de plus près. Pour saisir véritablement l'ampleur de notre enfermement cosmique, nous devons plonger dans les mécanismes physiques qui le définissent. Des mécanismes que nous avons mis près d'un siècle à découvrir et que nous ne comprenons toujours pas entièrement. Car l'univers ne se contente pas de nous cacher ses secrets derrière un rideau de distance. Il utilise les lois fondamentales de la physique elle-même pour ériger des murs invisibles autour de notre perception. Commençons par le phénomène qui a tout déclenché. En 1929, un astronome américain nommé Edwin Hubble a fait une découverte qui allait bouleverser notre compréhension du cosmos. En observant des galaxies lointaines, il a remarqué que leur lumière était systématiquement décalée vers le rouge du spectre électromagnétique. Ce phénomène, connu sous le nom de décalage vers le rouge ou redshift en anglais, indiquait que ces galaxies s'éloignaient de nous. Plus surprenant encore, Hubble a constaté que plus une galaxie était lointaine, plus elle s'éloignait rapidement. Cette relation entre distance et vitesse de récession est devenue la loi de Hubble. Et elle a révélé pour la première fois que l'univers était en expansion. Mais attention à ne pas mal interpréter cette découverte comme beaucoup l'ont fait pendant des décennies. Les galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace comme des fusées propulsées par quelque force mystérieuse. C'est l'espace lui-même qui s'étire entre elles. Imagine deux points dessinés sur un ballon de baudruche. Quand tu gonfles le ballon, les points s'éloignent l'un de l'autre, non pas parce qu'ils bougent sur la surface du ballon, mais parce que la surface elle-même grandit. C'est exactement ce qui se passe dans l'univers, mais en 3 dimensions plutôt que 2. Cette expansion est quantifiée par ce qu'on appelle la constante de Hubble. Cette valeur nous indique à quelle vitesse l'univers s'étend à une échelle donnée. Les mesures actuelles suggèrent une valeur d'environ 67 à 74 km par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec équivaut à environ 3,26 millions d'années-lumière. Cela signifie que pour chaque mégaparsec de distance entre nous et un objet lointain, cet objet s'éloigne de nous à environ 70 km par seconde supplémentaire. Ces chiffres peuvent sembler modestes à première vue. 70 km par seconde, c'est rapide pour une voiture, mais c'est dérisoire comparé à la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Cependant, l'effet s'accumule avec la distance. À 10 mégaparsecs, la vitesse de récession atteint 700 km par seconde. À 100 mégaparsecs, elle atteint 7000 km par seconde. Et à une distance suffisante, elle finit par dépasser la vitesse de la lumière. Cette distance critique porte un nom technique. On l'appelle le rayon de Hubble. Au-delà de cette limite, l'espace s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser. Le rayon de Hubble actuel est d'environ 14 milliards d'années-lumière. Mais attention, ce n'est pas la même chose que le rayon de l'univers observable. La distinction est subtile, mais cruciale. L'univers observable s'étend sur environ 46 milliards d'années-lumière de rayon, soit bien au-delà du rayon de Hubble. Comment est-ce possible si la lumière ne peut pas nous atteindre depuis au-delà du rayon de Hubble ? La réponse réside dans l'histoire de l'expansion. L'univers n'a pas toujours eu le même taux d'expansion. Dans le passé, la constante de Hubble était différente, et le rayon de Hubble était donc différent. La lumière des galaxies lointaines que nous observons aujourd'hui a été émise à une époque où ces galaxies se trouvaient à l'intérieur du rayon de Hubble de leur époque. Depuis lors, elles ont franchi cette limite, mais leur lumière était déjà en route vers nous. Elle a réussi à nous atteindre malgré l'expansion. Un peu comme un nageur qui nage contre un courant variable peut parfois atteindre la rive si le courant ralentit suffisamment. Mais voici où les choses deviennent vraiment fascinantes et terrifiantes à la fois. L'expansion de l'univers ne suit pas un rythme constant, elle accélère. Cette découverte, réalisée à la fin des années 1990, a valu le prix Nobel de physique à ses auteurs en 2011. En observant des supernovas de type Ia dans des galaxies lointaines, les astronomes ont constaté
que ces explosions stellaires étaient plus faibles que prévu. Cela indiquait que les galaxies hautes étaient plus éloignées que ce que les modèles d'expansion constante prédisaient. La seule explication cohérente était que l'expansion de l'univers accélérait. Cette accélération est attribuée à une forme d'énergie mystérieuse que nous avons baptisée énergie sombre. Ce nom évocateur cache en réalité notre profonde ignorance. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie sombre. Nous ne savons pas d'où elle vient. Nous ne savons pas pourquoi elle existe. Nous savons seulement qu'elle semble remplir l'espace et exercer une pression négative qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Les observations suggèrent que l'énergie sombre constitue environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Près de 70% de tout ce qui existe est composé d'une substance dont nous ignorons presque tout. L'énergie sombre a des implications directes sur notre capacité à observer l'univers. À cause de l'accélération qu'elle provoque, le rayon de Hubble rétrécit en termes effectifs. Des galaxies qui sont actuellement visibles vont progressivement franchir l'horizon des événements cosmologiques et disparaître de notre vue pour toujours. Ce processus est lent à l'échelle humaine, mais inexorable à l'échelle cosmique. Pour mieux comprendre les différentes limites qui nous contraignent, il est utile de distinguer plusieurs types d'horizons cosmologiques. Le premier est l'horizon des particules, également appelé horizon de l'univers observable. C'est la distance maximale depuis laquelle la lumière a pu nous atteindre depuis le Big Bang. Cette limite est déterminée par l'âge de l'univers et la vitesse de la lumière, mais aussi par l'histoire de l'expansion. Actuellement, l'horizon des particules se situe à environ 46 milliards d'années-lumière de nous. Le deuxième type est l'horizon des événements cosmologiques. C'est la limite au-delà de laquelle les événements qui se produisent dans le maintenant ne pourront jamais nous affecter. Aucune information, aucune lumière, aucun signal émis aujourd'hui, depuis au-delà de cet horizon, ne nous atteindra jamais. Même dans un futur infiniment lointain. Cet horizon est différent de l'horizon des particules et se situe actuellement à environ 16 milliards d'années-lumière. Il est plus proche que l'horizon des particules, parce qu'il prend en compte l'accélération future de l'expansion. La différence entre ces deux horizons est profondément troublante. Elle signifie que des régions de l'univers que nous pouvons voir aujourd'hui sont déjà au-delà de notre horizon des événements. La lumière qu'elles émettent en ce moment précis ne nous atteindra jamais. Nous les voyons telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années, mais nous ne les verrons jamais telles qu'elles sont maintenant ou telles qu'elles seront dans le futur. C'est comme regarder une photographie d'une personne qui est déjà partie pour toujours. Prenons un exemple concret pour illustrer ces concepts abstraits. La galaxie GN-Z11 est actuellement l'une des plus lointaines jamais observées. La lumière que nous captons d'elle a voyagé pendant environ 13 milliards 400 millions d'années avant de toucher nos télescopes. Mais à cause de l'expansion de l'univers, GN-Z11 se trouve maintenant à environ 32 milliards d'années-lumière de nous. Cette galaxie était beaucoup plus proche quand elle a émis la lumière que nous observons. Mais l'espace s'est étiré pendant le voyage de cette lumière. Et voici le point crucial. GN-Z11 s'éloigne de nous actuellement à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Elle est déjà au-delà de notre horizon des événements. Nous pouvons voir son passé lointain, mais son présent et son futur nous sont inaccessibles à jamais. Si une civilisation extraterrestre existait sur une planète de GN-Z11 et envoyait un message dans notre direction exactement en ce moment, ce message ne nous atteindrait jamais. Il serait condamné à courir éternellement vers nous sans jamais nous rattraper. Le télescope spatial. James Webb a révolutionné notre capacité à observer ces galaxies extrêmement lointaines. Grâce à ses capteurs infrarouges ultrasensibles, il peut détecter la lumière des premières galaxies formées après le Big Bang. Cette lumière a été émise dans le domaine visible ou ultraviolet, mais elle a été étirée par l'expansion de l'univers jusqu'à devenir infrarouge. Ce phénomène d'étirement lumineux est une conséquence directe du redshift cosmologique. Le décalage vers le rouge d'un objet distant nous indique à quel point sa lumière a été étirée pendant son voyage. Un redshift de 1 signifie que la longueur d'onde de la lumière a doublé. Un redshift de 10 signifie qu'elle a été multipliée par 11.
Les galaxies les plus lointaines observées par James Webb présentent des redshifts supérieurs à 13, ce qui signifie que leur lumière a été étirée d'un facteur supérieur à 14. Ces galaxies existaient quand l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années, à peine un bébé à l'échelle cosmique. Mais même avec les capacités extraordinaires de James Webb, nous approchons de limites fondamentales. Au-delà d'un certain redshift, la lumière devient si diluée et si décalée qu'elle devient pratiquement indétectable. Le fond diffus cosmologique lui-même présente un redshift d'environ 1000 cents, ce qui signifie que sa lumière a été étirée d'un facteur supérieur à 1000. Au-delà de cette barrière, l'univers était opaque et aucune lumière ne peut nous en parvenir. Cette opacité primordiale mérite une explication plus détaillée. Pendant les 380 000 premières années après le Big Bang, l'univers était rempli d'un plasma chaud composé de protons, d'électrons et de photons. Dans ce plasma dense, les photons ne pouvaient pas voyager très loin avant d'être absorbés ou diffusés par les électrons libres. L'univers était comme un brouillard impénétrable. Ce n'est qu'après le refroidissement suffisant de l'univers que les électrons ont pu se combiner avec les protons pour former des atomes d'hydrogène neutre. Ce processus, appelé recombinaison, a rendu l'univers transparent et a libéré les photons qui constituent aujourd'hui le fond diffus cosmologique. Cette lumière fossile est extraordinairement uniforme, avec des variations de température de seulement quelques centièmes de millièmes de degré. Ces minuscules fluctuations sont les graines des structures cosmiques que nous observons aujourd'hui. Les légères surdensités de matière dans l'univers primitif ont attiré gravitationnellement plus de matière au fil du temps, formant éventuellement les galaxies, les amas de galaxies et les filaments de la toile cosmique. Mais revenons à notre question centrale. Combien de l'univers pouvons-nous réellement voir ? Le fond diffus cosmologique nous montre la surface de dernière diffusion, une sphère imaginaire située à environ 46 milliards d'années-lumière de nous. Tout ce qui se trouve au-delà de cette sphère nous est invisible. Et tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette sphère avant la recombinaison nous est également invisible, car l'univers était opaque. De plus, l'univers n'est pas transparent à toutes les longueurs d'onde. La poussière interstellaire absorbe la lumière visible et la réémet dans l'infrarouge. Le gaz ionisé absorbe certaines fréquences radio. Les rayons gamma de haute énergie sont absorbés par interaction avec le fond de lumière extragalactique. Chaque fenêtre d'observation a ses propres limitations et angles morts. Il existe également des objets dans l'univers observable qui sont intrinsèquement invisibles. Les trous noirs, par définition, ne laissent échapper aucune lumière de leur intérieur. Nous pouvons détecter leur présence indirectement, par leur influence gravitationnelle sur les objets environnants ou par le rayonnement émis par la matière qui tombe vers eux. Mais nous ne pouvons pas voir ce qui se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir. Cette région est causalement déconnectée du reste de l'univers, tout comme les régions situées au-delà de notre horizon cosmologique. Et puis, il y a la matière noire. Cette substance mystérieuse constitue environ 27% du contenu de l'univers, soit 5 fois plus que la matière ordinaire dont sont faits les étoiles, les planètes et nos propres corps. Nous savons que la matière noire existe grâce à ses effets gravitationnels sur les galaxies et les amas de galaxies. Mais nous ne pouvons pas la voir directement, parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Elle ne l'émet pas, ne l'absorbe pas, ne la diffuse pas. Elle est complètement invisible à tous nos instruments optiques. Récapitulons la situation. L'univers observable représente peut-être moins d'un milliardième de l'univers total. Et même au sein de cet univers observable, nous ne pouvons pas tout voir. Les premiers 380 000 ans sont cachés derrière un mur d'opacité. L'intérieur des trous noirs nous est inaccessible. La matière noire est invisible et des régions entières sont obscurcies par la poussière et le gaz. Nous percevons le cosmos à travers des fenêtres étroites et des fentes minuscules. Nous assemblons les photons qui ont réussi à nous atteindre et nous construisons une image nécessairement incomplète de la réalité. C'est comme essayer de reconstituer un puzzle de 1000 milliards de pièces en n'ayant accès qu'à quelques centaines d'entre elles, choisies apparemment au hasard. Les astronomes ont développé des techniques ingénieuses
pour extraire le maximum d'informations de ces photons précieux. La spectroscopie nous permet d'analyser la composition chimique des étoiles et des galaxies en étudiant les raies d'absorption et d'émission dans leur lumière. L'interférométrie nous permet de combiner les signaux de plusieurs télescopes pour obtenir une résolution angulaire supérieure. La gravitationnelle nous permet de détecter des objets invisibles par leur effet de lentille sur la lumière des objets derrière eux. Mais ces techniques ont leurs propres limitations. La spectroscopie nécessite suffisamment de photons pour produire un spectre exploitable, ce qui limite son application aux objets les plus lointains et les plus faibles. L'interférométrie nécessite une synchronisation extrêmement précise et ne fonctionne que pour certains types d'observations. La gravitationnelle dépend des alignements fortuits entre les objets. Et fondamentalement, aucune technique ne peut nous permettre de voir au-delà de l'horizon cosmologique. Cette limite n'est pas technologique mais physique. Elle est inscrite dans la structure même de l'espace-temps. Même si nous construisions un télescope de la taille du système solaire, même si nous développions des détecteurs d'une sensibilité impossible, nous ne pourrions pas voir au-delà de cette frontière. La lumière de ces régions n'existe tout simplement pas dans notre univers observable. Cette réalité soulève des questions fondamentales sur la nature de la connaissance scientifique. La science est basée sur l'observation et l'expérimentation. Nous formulons des hypothèses, nous faisons des prédictions, nous testons ces prédictions contre les données observationnelles. Mais que faire quand les données sont fondamentalement inaccessibles ? Comment pouvons-nous étendre notre compréhension au-delà de ce que nous pouvons observer ? Les physiciens théoriciens tentent de répondre à cette question en construisant des modèles mathématiques qui extrapolent à partir de ce que nous savons. Si les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers, alors nous pouvons utiliser ces lois pour déduire ce qui se passe au-delà de notre horizon. Mais cette hypothèse d'uniformité est elle-même invérifiable. Nous ne pouvons pas prouver que les lois de la physique sont identiques dans les régions que nous ne pouvons pas observer. Certains modèles cosmologiques suggèrent que l'univers au-delà de notre horizon pourrait être radicalement différent de ce que nous connaissons. La théorie de l'inflation éternelle, par exemple, propose que notre univers observable n'est qu'une bulle dans un multivers beaucoup plus vaste, où d'autres bulles pourraient avoir des constantes physiques complètement différentes. Dans certaines de ces bulles, les lois de la physique pourraient être si différentes que la matière, telle que nous la connaissons, ne pourrait même pas exister. Mais ces théories restent hautement spéculatives. Elles sont cohérentes avec ce que nous observons, mais elles prédisent également des phénomènes que nous ne pouvons pas tester. Leur statut scientifique est donc controversé. Sont-elles de la physique ou de la métaphysique ? La frontière devient floue quand nous touchons aux limites de l'observable. Ce qui est certain, c'est que notre compréhension actuelle du cosmos est incomplète. La constante de Hubble elle-même fait l'objet d'un débat intense dans la communauté scientifique. Les mesures basées sur le fond diffus cosmologique donnent une valeur d'environ 67 km par seconde par mégaparsec, tandis que les mesures basées sur les supernovas et les céphéides locales donnent une valeur d'environ 74 km par seconde par mégaparsec. Cette différence, connue sous le nom de tension de Hubble, est statistiquement significative et ne peut pas être expliquée par les erreurs de mesure connues. Soit l'une de nos méthodes de mesure contient une erreur systématique que nous n'avons pas encore identifiée, soit notre modèle cosmologique standard est incomplet. Certains physiciens proposent que la tension de Hubble pourrait être résolue par l'existence de nouvelles particules ou forces que nous n'avons pas encore découvertes. D'autres suggèrent que l'énergie sombre pourrait ne pas être constante mais varier avec le temps. D'autres encore proposent des modifications plus radicales de notre compréhension de la gravité. Cette incertitude fondamentale sur un paramètre aussi basique que le taux d'expansion de l'univers illustre à quel point notre connaissance reste fragile. Nous ne savons même pas avec précision à quelle vitesse notre prison cosmique grandit. Comment pourrions-nous prétendre comprendre ce qui se trouve au-delà de ces murs ? Et pourtant, malgré toutes ces limitations, nous continuons à apprendre. Chaque nouvelle observation, chaque nouvelle mission spatiale, chaque nouveau télescope repousse un peu plus les frontières de notre connaissance. Nous ne verrons jamais l'intégralité de l'univers, mais nous pouvons voir plus loin et plus clairement qu'aucune génération avant nous. Le télescope spatial, James Webb, a révélé des galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, bien plus tôt que ce que les modèles prédisaient. Ces observations
ont déjà forcé les cosmologistes à réviser leurs théories sur la formation des premières étoiles et galaxies. Qui sait quelles autres surprises nous attendent dans les données que nous continuons à collecter? Mais la science ne peut pas répondre à toutes les questions. Elle peut nous dire comment l'univers fonctionne, mais pas pourquoi il existe. Elle peut mesurer l'expansion de l'espace, mais pas expliquer son origine ultime. Elle peut décrire les limites de notre observation, mais pas nous consoler de notre enfermement. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde que nous pouvons tirer de notre exploration des frontières cosmiques. La connaissance a des limites, pas seulement des limites pratiques que nous pourrions surmonter avec plus de temps et de ressources, mais des limites fondamentales inscrites dans la nature même de la réalité. Accepter ces limites n'est pas un aveu d'échec, c'est une forme de sagesse. La prochaine partie de notre voyage nous emmènera vers des phénomènes encore plus extrêmes. Nous explorerons les cas spécifiques d'objets à la frontière de l'observable et nous commencerons à examiner les forces violentes qui façonnent l'univers au-delà de notre perception tranquille. Car si ce que nous pouvons voir est déjà vertigineux, ce que nous pouvons déduire de l'invisible est proprement terrifiant. Maintenant que nous avons établi les frontières de notre perception cosmique, explorons les objets qui se trouvent aux confins de ces limites. Ces sentinelles de l'univers observable nous révèlent des informations précieuses sur les conditions extrêmes qui régnaient dans le cosmos primitif. Mais elles nous rappellent aussi, avec une clarté brutale, combien notre fenêtre sur le passé est étroite et combien de secrets restent enfouis dans les profondeurs inaccessibles de l'espace-temps. Parmi les objets les plus lointains jamais détectés se trouve une galaxie cataloguée sous le nom de JADES GS ZEC 14-0. Découverte en 2024 grâce aux observations du télescope James Webb, cette galaxie présente un redshift record de 14,32. Cela signifie que nous la voyons telle qu'elle existait seulement 290 millions d'années après le Big Bang. À cette époque, l'univers était encore un nourrisson cosmique, à peine 2% de son âge actuel. Et pourtant, cette galaxie était déjà étonnamment massive et lumineuse, défiant nos modèles sur la vitesse à laquelle les premières structures cosmiques ont pu se former. Ce qui rend cette découverte particulièrement troublante, c'est qu'elle suggère que des processus de formation galactique extrêmement efficaces étaient à l'œuvre dans l'univers primitif. Des processus que nous ne comprenons pas entièrement. Comment une galaxie aussi massive a-t-elle pu se former en seulement quelques centaines de millions d'années? Les simulations informatiques les plus sophistiquées peinent à reproduire ce résultat. Il semble que l'univers primitif ait été un lieu bien plus dynamique et violent que ce que nous imaginions. Et JADES GS ZEC 14-0 n'est pas un cas isolé. D'autres galaxies à redshift élevé, découvertes récemment, présentent des caractéristiques similaires. Elles sont plus brillantes, plus massives et plus matures que prévu pour leur âge cosmique. Ces observations ont forcé les astrophysiciens à reconsidérer leur modèle de formation galactique. Quelque chose s'est passé dans l'univers primitif que nous n'avions pas anticipé. Une période d'activité intense, de création frénétique, de transformation rapide. Mais ces galaxies lointaines ne sont pas les seuls témoins de l'univers primitif. Les quasars, ces noyaux galactiques extraordinairement lumineux alimentés par des trous noirs supermassifs en train d'engloutir de la matière, nous offrent également une fenêtre sur le passé lointain. Le quasar le plus distant connu à ce jour, nommé UHZ1, présente un redshift d'environ 10,1. Il existait quand l'univers n'avait que 470 millions d'années. Au cœur de ce quasar se trouve un trou noir d'une masse estimée entre 10 et 100 millions de masses solaires. La présence d'un trou noir aussi massif à une époque aussi précoce pose un problème théorique majeur. Comment un trou noir peut-il atteindre une telle masse en si peu de temps? Les trous noirs stellaires, formés par l'effondrement d'étoiles massives, commencent leur existence avec des masses de quelques dizaines de masses solaires tout au plus. Pour atteindre des millions de masses solaires, ils doivent accréter de la matière pendant très longtemps, ou fusionner avec d'autres trous noirs, ou les deux. Mais même avec des taux d'accrétion maximaux, les modèles standards ne permettent pas d'atteindre les masses observées dans le temps disponible. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour résoudre ce paradoxe. L'une d'elles suggère l'existence de trous noirs primordiaux,
formés directement à partir des fluctuations de densité dans l'univers très primitif, avant même la formation des premières étoiles. Ces trous noirs auraient pu commencer leur existence avec des masses déjà considérables, leur donnant une longueur d'avance dans la course à la croissance. Une autre hypothèse propose que les premières étoiles de l'univers étaient bien plus massives que les étoiles actuelles, peut-être des centaines ou même des milliers de masses solaires. Leur effondrement aurait produit des trous noirs beaucoup plus lourds que ceux formés par les étoiles modernes. Mais ces hypothèses restent difficiles à vérifier. Les premières étoiles, si elles ont existé sous cette forme, se sont éteintes il y a des milliards d'années. Les trous noirs primordiaux, s'ils existent, sont presque impossibles à détecter directement. Nous sommes forcés de reconstruire l'histoire à partir de fragments et d'indices, comme des archéologues essayant de comprendre une civilisation disparue à partir de quelques tessons de poterie. Les sursauts gamma offrent une autre perspective sur l'univers lointain. Ces explosions cataclysmiques, les plus énergétiques de l'univers après le Big Bang lui-même, peuvent être détectées à des distances cosmologiques grâce à leur luminosité extraordinaire. Le sursaut gamma GRB 00,83, détecté en 2009, provenait d'une explosion survenue quand l'univers n'avait que 630 millions d'années. Pendant quelques secondes, cette explosion unique a brillé plus fort que des milliards de galaxies combinées. Ces sursauts gamma lointains sont précieux, car ils nous permettent d'étudier les propriétés du milieu intergalactique à différentes époques cosmiques. La lumière du sursaut, en traversant l'espace sur des milliards d'années-lumière, absorbe certaines longueurs d'onde en fonction des éléments chimiques qu'elle rencontre. En analysant ces absorptions, nous pouvons déterminer la composition chimique et la densité du gaz entre les galaxies à différentes distances, donc à différentes époques. Ces études ont révélé que l'univers primitif était rempli d'hydrogène neutre qui absorbait fortement la lumière ultraviolette. Cette période, appelée l'âge sombre, s'est terminée quand les premières étoiles et galaxies ont ionisé le gaz environnant, le rendant à nouveau transparent. Ce processus de réionisation s'est étalé sur plusieurs centaines de millions d'années et a profondément transformé l'univers. Avant la réionisation, le cosmos était un lieu froid et sombre, rempli de gaz opaque. Après la réionisation, il est devenu le théâtre lumineux que nous observons aujourd'hui. Mais même ces observations spectaculaires ne nous montrent qu'une fraction infime de ce qui se passait réellement dans l'univers primitif. Pour chaque sursaut gamma que nous détectons, des milliers d'autres se produisent dans des directions que nous n'observons pas, ou à des distances où leur lumière est trop faible pour être captée. Pour chaque quasar que nous cataloguons, des millions d'autres restent invisibles, soit parce qu'ils sont trop lointains, soit parce qu'ils sont obscurcis par la poussière, soit parce qu'ils pointent leur faisceau de rayonnement dans une direction qui ne nous atteint pas. L'astronomie multimessager a ouvert de nouvelles fenêtres sur ces régions inaccessibles à la lumière traditionnelle. Les ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps prédites par Einstein et détectées pour la première fois en 2015, nous permettent de percevoir des événements cosmiques d'une manière entièrement nouvelle. Contrairement à la lumière, les ondes gravitationnelles ne sont pas absorbées par la matière. Elles traversent l'univers presque sans entrave, portant avec elles des informations sur les phénomènes les plus violents du cosmos. La première détection d'ondes gravitationnelles provenait de la fusion de deux trous noirs situés à environ 1,4 milliard d'années-lumière de nous. En une fraction de seconde, ces deux monstres cosmiques se sont spiralés l'un vers l'autre et ont fusionné, libérant une énergie équivalente à 3 masses solaires sous forme d'ondes gravitationnelles. Cette énergie est difficile à conceptualiser. 3 fois la masse du Soleil, convertie intégralement en ondulation de l'espace-temps en moins d'1 seconde. C'est plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observable combinées n'en émettent pendant cette même fraction de seconde. Depuis cette première détection, les observatoires LIGO et Virgo ont capté des dizaines d'autres événements similaires. Des fusions de trous noirs, des fusions d'étoiles à neutrons, et même des événements hybrides impliquant un trou noir et une étoile à neutrons. Chaque détection nous apprend quelque chose de nouveau sur ces objets extrêmes et sur les conditions dans lesquelles ils se forment. Mais les ondes gravitationnelles ont aussi des limitations. Les détecteurs actuels ne sont sensibles qu'à certaines fréquences, correspondant à des objets de certaines masses.
Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, par exemple, émettent des ondes gravitationnelles à des fréquences trop basses pour être détectées par LIGO et Virgo. Des projets comme LISA, un observatoire d'ondes gravitationnelles spatiales prévu pour les années 2030, visent à combler cette lacune. Et puis, il y a les neutrinos. Ces particules fantomatiques qui interagissent ainsi faiblement avec la matière qu'elles peuvent traverser des années-lumière de plomb sans être arrêtées. Les neutrinos sont produits en abondance par les réactions nucléaires au cœur des étoiles et par les explosions de supernovas. En théorie, ils pourraient nous apporter des informations sur des phénomènes que la lumière ne peut pas nous révéler. En pratique, cependant, la détection des neutrinos cosmiques est extraordinairement difficile. Justement, parce qu'ils interagissent si peu avec la matière, ils sont presque impossibles à capturer. Les détecteurs de neutrinos doivent être immenses, enterrés profondément sous terre pour les protéger des rayons cosmiques parasites, et ils ne détectent qu'une poignée de neutrinos sur les milliards qui les traversent chaque seconde. L'observatoire de Neutrino IceCube, enfoui dans la glace antarctique sur un volume d'1 km3, a détecté des neutrinos de haute énergie provenant de sources extragalactiques. En 2017, une collaboration internationale a réussi à identifier la source d'un de ces neutrinos. Il provenait d'un blazar, un type de galaxie active dont le jet de matière pointe directement vers nous, situé à environ 4 milliards d'années-lumière. Cette détection a marqué une étape importante dans l'astronomie multimessager, prouvant que différents types de signaux cosmiques peuvent être combinés pour obtenir une image plus complète des phénomènes extrêmes. Mais même avec toutes ces nouvelles techniques, nous restons fondamentalement limités. Les ondes gravitationnelles, comme la lumière, voyagent à la vitesse de la lumière. Elles ne peuvent pas nous apporter d'informations depuis au-delà de l'horizon cosmologique. Les neutrinos, bien qu'ils interagissent différemment avec la matière, sont soumis aux mêmes contraintes relativistes. Aucun messager cosmique ne peut franchir la barrière ultime de l'expansion accélérée. Tournons maintenant notre attention vers les phénomènes violents qui façonnent l'univers observable et, sans doute, l'univers invisible au-delà. Car le cosmos n'est pas un lieu paisible. Il est le théâtre de cataclysmes d'une violence inimaginable, de destruction à des échelles qui dépassent toute comparaison terrestre. Et ces phénomènes violents jouent un rôle crucial dans l'évolution de l'univers, redistribuant la matière et l'énergie, créant de nouveaux éléments chimiques et parfois effaçant complètement des systèmes stellaires entiers. Les supernovae sont parmi les explosions les plus spectaculaires du cosmos. Quand une étoile massive arrive à la fin de sa vie, son cœur s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde, libérant une quantité d'énergie stupéfiante. Les couches externes de l'étoile sont expulsées à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, formant des nébuleuses en expansion qui brillent pendant des mois, parfois des années. Pendant quelques semaines, une seule supernova peut éclipser la lumière de toute sa galaxie haute. Mais certaines supernovas sont encore plus puissantes. Les supernovas superlumineuses, découvertes au cours des dernières décennies, brillent 10 à 100 fois plus fort que les supernovas ordinaires. Les mécanismes qui produisent cette luminosité exceptionnelle ne sont pas entièrement compris. Certains modèles invoquent l'interaction de l'éjecta avec un milieu circumstellaire dense. D'autres proposent l'existence de magnétars, des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques extraordinairement puissants qui injectent de l'énergie supplémentaire dans l'explosion. Et puis, il y a les hypernovae, des explosions encore plus extrêmes associées à certains sursauts gamma longs. Ces événements libèrent des quantités d'énergie si colossales qu'elles défient l'imagination. Une seule hypernova peut rayonner plus d'énergie en quelques secondes que le Soleil n'en émettra pendant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. Ces explosions sont si brillantes qu'elles peuvent être détectées à travers presque tout l'univers observable. Les collisions entre galaxies représentent un autre type de violence cosmique, à une échelle encore plus vaste. Quand deux galaxies entrent en collision, des milliards d'étoiles sont perturbées dans leurs orbites. Des vagues de formation stellaire se déclenchent quand les nuages de gaz se compriment sous l'effet des forces de marée. Les trous noirs supermassifs au centre de chaque galaxie finissent par fusionner, émettant des ondes gravitationnelles d'une puissance inouïe. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est en collision lente avec la galaxie d'Andromède.
Les deux géantes s'approchent l'une de l'autre à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Dans environ 4 milliards d'années, elles entreront en contact et commenceront une danse gravitationnelle qui durera des milliards d'années supplémentaires avant qu'elles ne fusionnent en une seule galaxie elliptique géante. Ce processus de fusion galactique est probablement courant dans l'univers. Les observations de galaxies lointaines révèlent de nombreux exemples de collisions en cours, des systèmes chaotiques où les étoiles sont arrachées à leur galaxie d'origine et dispersées dans l'espace intergalactique. Ces étoiles orphelines errent dans le vide entre les galaxies, témoins silencieux de la violence qui les a expulsées. Les amas de galaxies, les plus grandes structures liées par la gravité dans l'univers, sont eux-mêmes des sites de violence phénoménale. Le gaz intergalactique qui remplit l'espace entre les galaxies d'un amas est chauffé à des températures de dizaines de millions de degrés par les chocs et les compressions gravitationnelles. Ce gaz brûlant émet des rayons X intenses, révélant les processus énergétiques qui façonnent ces environnements extrêmes. Quand deux amas de galaxies entrent en collision, le résultat est un cataclysme d'une ampleur presque inconcevable. L'amas du Boulet, situé à environ 3 800 millions d'années-lumière de nous, est le résultat d'une telle collision. Deux amas sont entrés en collision à une vitesse relative d'environ 3000 km par seconde. Le gaz des deux amas a été ralenti et chauffé par le choc, tandis que la matière noire, qui n'interagit pas avec elle-même ni avec le gaz, a continué sur sa trajectoire. Cette séparation entre le gaz visible et la matière noire invisible constitue l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de cette substance mystérieuse. Mais ces collisions d'amas sont plus que des curiosités astronomiques. Elles libèrent des quantités d'énergie qui défient toute comparaison. Une seule collision d'amas peut libérer l'équivalent de 10 puissance 64 joules sur une période de quelques milliards d'années. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est plus d'énergie que le Soleil n'en rayonnera pendant toute son existence, multiplié par 1 milliard de milliards de fois. Et au-delà de l'horizon cosmologique, d'autres collisions se produisent en ce moment même, dans des régions que nous ne verrons jamais. D'autres amas fusionnent, d'autres galaxies s'entrechoquent, d'autres supernovas explosent. L'univers invisible est aussi dynamique et violent que l'univers visible, peut-être plus encore. Mais toute cette activité nous est cachée pour toujours. Les jets relativistes émis par les trous noirs supermassifs représentent un autre phénomène d'une violence extrême. Quand de la matière tombe vers un trou noir, une partie peut être éjectée sous forme de jets collimatés, voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière, parfois des millions, bien au-delà des limites de leur galaxie haute. L'énergie transportée par ces jets est stupéfiante. Certains jets relativistes transportent plus de puissance que toutes les étoiles de leur galaxie haute combinées. En s'écrasant contre le milieu intergalactique, ils créent d'immenses lobes de plasma chauffé qui émettent des ondes radiodétectables à travers l'univers. Ces structures, appelées radiogalaxies, peuvent atteindre des tailles de plusieurs millions d'années-lumière. Les plus grandes structures individuelles de l'univers connu, la galaxie. Hercule A, situé à environ 2 milliards d'années-lumière, possède des jets relativistes qui s'étendent sur plus d'1 million d'années-lumière de chaque côté du noyau galactique. L'énergie totale contenue dans ces structures est équivalente à la masse d'1 milliard de soleils, convertie en énergie pure selon la célèbre équation d'Einstein. Ces jets ont été actifs pendant des dizaines de millions d'années, sculptant le milieu intergalactique environnant et influençant la formation d'étoiles dans les galaxies voisines. Ces phénomènes violents ne sont pas simplement destructeurs, ils sont aussi créateurs. Les supernovae dispersent dans l'espace les éléments lourds forgés dans les étoiles, éléments qui seront ensuite incorporés dans de nouvelles étoiles et planètes. Sans les supernovae, il n'y aurait pas de carbone dans ton corps, pas de fer dans ton sang, pas d'oxygène dans l'air que tu respires. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, les déchets de cataclysmes cosmiques survenus il y a des milliards d'années. Les collisions de galaxies, malgré leur violence apparente, déclenchent des vagues de formation stellaire qui donnent naissance à des milliards de nouvelles étoiles. Les jets relativistes, en chauffant le gaz intergalactique, peuvent paradoxalement favoriser la formation de nouvelles galaxies dans certaines conditions. L'univers utilise la violence comme outil de création, le chaos comme source d'ordre, mais cette création
est aussi accompagnée de destruction. Les mêmes supernovas qui dispersent les éléments lourds peuvent stériliser les planètes proches par leur rayonnement intense. Les mêmes collisions galactiques qui stimulent la formation stellaire peuvent aussi éjecter des étoiles de leur galaxie d'origine, les condamnant à une errance éternelle dans le vide intergalactique. Les mêmes jets relativistes qui sculptent le milieu intergalactique peuvent aussi détruire tout ce qui se trouve sur leur trajectoire. Et ces processus violents se produisent continuellement, partout dans l'univers observable, et sans doute au-delà. À chaque seconde, des milliers de supernovas explosent quelque part dans le cosmos. Des millions de trous noirs engloutissent de la matière et émettent des jets de radiation. Des milliards de galaxies interagissent gravitationnellement, se rapprochant inexorablement vers de futures collisions. L'univers est un champ de bataille cosmique où les forces de création et de destruction s'affrontent continuellement. Et nous, observateurs fragiles sur notre petite planète, ne percevons qu'une fraction infime de cette violence omniprésente. Les explosions les plus lointaines nous parviennent comme de faibles lueurs sur nos détecteurs. Les collisions les plus spectaculaires sont réduites à des taches floues sur nos images. Et tout ce qui se passe au-delà de l'horizon nous échappe totalement. Cette violence cosmique soulève des questions troublantes sur notre propre vulnérabilité. Si de tels cataclysmes peuvent se produire n'importe où dans l'univers, qu'est-ce qui nous protège ? La réponse, comme nous le verrons, est à la fois rassurante et terrifiante. Rassurante parce que les distances cosmiques nous isolent de la plupart des menaces. Terrifiante parce que cette protection n'est pas absolue, et parce que des dangers pourraient surgir de régions de l'univers que nous ne surveillons même pas. La prochaine partie de notre voyage nous emmènera plus profondément dans ces phénomènes cataclysmiques. Nous explorerons les événements les plus violents connus de la science, les échelles de destruction qui dépassent tout ce que l'esprit humain peut véritablement concevoir, et les mystères qui persistent au cœur de cette violence universelle. Plongeons maintenant dans les abysses les plus violents du cosmos. Car si les phénomènes que nous avons évoqués jusqu'ici sont impressionnants, ils ne sont qu'un aperçu de la brutalité dont l'univers est capable. Il existe des événements tellement cataclysmiques, des libérations d'énergie tellement colossales, que notre esprit refuse littéralement de les appréhender. Des phénomènes qui, s'ils survenaient suffisamment près de nous, effaceraient toute trace de vie sur Terre en un instant, sans avertissement, sans recours possible. Commençons par les magnétars, ces cadavres stellaires qui figurent parmi les objets les plus extrêmes de l'univers connu. Un magnétar est une étoile à neutrons dotée d'un champ magnétique d'une intensité défiant l'imagination. Pour te donner une idée, le champ magnétique terrestre a une intensité d'environ 50 microtesla. Le champ magnétique d'un magnétar typique atteint 100 milliards de Tesla. C'est un quadrillion de fois plus puissant que le champ magnétique de notre planète. Si tu pouvais t'approcher à 1000 km d'un magnétar, son champ magnétique arracherait les électrons de tes atomes, désintégrant ton corps au niveau moléculaire. Le 27 décembre 2004, un événement extraordinaire s'est produit. Un magnétar situé dans notre propre galaxie, à environ 50 000 années-lumière de la Terre, a subi une éruption cataclysmique. Ce magnétar, catalogué sous le nom de SGR 1806-20, a libéré en 2/10 de seconde plus d'énergie que le Soleil n'en produit en 250 000 ans. Cette éruption, appelée un sursaut gamma géant, a été si puissante qu'elle a ionisé la haute atmosphère terrestre de manière mesurable, malgré la distance colossale. Pendant cette fraction de seconde, SGR 1806-20 a brillé plus fort que toutes les étoiles de la Voie lactée combinées. Si ce magnétar avait été situé à seulement 10 années-lumière de la Terre, au lieu de 50 000, le rayonnement gamma aurait détruit notre couche d'ozone instantanément, exposant la surface de la planète à une dose létale de rayonnement ultraviolet. La vie complexe aurait été anéantie, les océans auraient été stérilisés, et nous n'aurions eu aucun avertissement, aucune possibilité de nous préparer ou de nous protéger. Les magnétars sont imprévisibles par nature. Nous en connaissons environ 30 dans notre galaxie, mais il en existe probablement beaucoup plus que nous n'avons pas encore détectés. Certains pourraient se trouver relativement près de nous, en termes astronomiques, silencieux et invisibles jusqu'au moment où ils décideraient
de libérer leur énergie accumulée. C'est une pensée inconfortable, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Les kilonovae représentent un autre type de cataclysme cosmique, découvert relativement récemment. Une kilonova se produit quand deux étoiles à neutrons fusionnent, ou quand une étoile à neutrons fusionne avec un trou noir. Ces événements sont extraordinairement violents et ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà de leur site immédiat. Le 7 août 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont capté un signal provenant de la fusion de deux étoiles à neutrons situées à environ 130 millions d'années-lumière de la Terre, dans la galaxie NGC 1493. Cet événement, catalogué G2P 7717, a marqué un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Pour la première fois, une source d'ondes gravitationnelles a été observée simultanément dans le spectre électromagnétique, des rayons gamma aux ondes radio. La kilonova associée à cet événement, nommée AT 2017 FO, a révélé quelque chose de remarquable. Les spectres lumineux de cette explosion contenaient les signatures d'éléments lourds comme l'or, le platine et l'uranium. Ces observations ont confirmé une hypothèse de longue date. Les éléments les plus lourds du tableau périodique ne sont pas forgés dans les étoiles ordinaires. Ils sont créés dans la violence des fusions d'étoiles à neutrons, quand la matière est comprimée et bombardée par des flux intenses de neutrons. L'or que tu portes peut-être en bijoux, le platine dans les catalyseurs de ta voiture, l'uranium qui alimente certaines centrales nucléaires, tous ces éléments ont été créés dans des kilonovae survenus il y a des milliards d'années, bien avant la formation de notre système solaire. Les atomes lourds de ton corps sont les vestiges de cataclysmes cosmiques d'une violence inimaginable. Mais la création de ces éléments s'accompagne d'une destruction massive. La fusion de deux étoiles à neutrons libère une énergie équivalente à plusieurs centièmes de masse solaire convertie en rayonnement et en éjecta. Les jets de matière expulsés voyagent à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Le rayonnement gamma émis pendant les premières secondes serait mortel à des distances de plusieurs années-lumière. Et ces événements ne sont pas rares à l'échelle cosmique. On estime qu'une fusion d'étoiles à neutrons se produit dans une galaxie typique environ une fois tous les 10 000 à 100 000 ans. Multiplie ce chiffre par les 2000 milliards de galaxies de l'univers observable et tu obtiens des millions de kilonovas se produisant chaque année, quelque part dans le cosmos. La plupart sont trop lointaines pour que nous les détections, mais elles se produisent néanmoins, créant de nouveaux éléments lourds et libérant des flots de radiation dans l'espace. Passons maintenant au sursaut gamma, les explosions les plus énergétiques de l'univers, après le Big Bang lui-même. Ces éclairs de rayonnement gamma durent quelques millisecondes à plusieurs minutes, mais pendant cette brève période, ils surpassent en luminosité tout le reste de l'univers observable combiné. Les sursauts gamma se divisent en deux catégories principales. Les sursauts courts, durant moins de 2 secondes, sont généralement associés aux fusions d'objets compacts comme les étoiles à neutrons. Les sursauts longs, durant plus de 2 secondes, sont typiquement produits par l'effondrement de cœurs d'étoiles massives en trous noirs, un processus parfois appelé collapsar. Le sursaut gamma le plus puissant jamais enregistré porte le nom de code GRB, 9A, détecté le 9 octobre 2022. Cet événement a été si lumineux qu'il a saturé les détecteurs de plusieurs satellites, rendant difficile la mesure exacte de son énergie. Les estimations suggèrent que ce sursaut, surnommé BOAT pour Brightest of All Time, était le plus brillant depuis le début des observations systématiques, il y a plus de 50 ans. GRB 2009A s'est produit à environ 2,4 milliards d'années-lumière de la Terre. Malgré cette distance considérable, le rayonnement a été suffisamment intense pour perturber les communications radio sur Terre en ionisant partiellement l'atmosphère. Des photons individuels de ce sursaut ont été détectés avec des énergies dépassant 18 téraélectronvolts. Parmi les photons les plus énergétiques jamais observés en provenance d'une source extragalactique. Si un sursaut gamma de cette magnitude s'était produit dans notre propre galaxie et que son faisceau avait été dirigé vers la Terre,
Les conséquences auraient été catastrophiques. Un sursaut gamma à quelques milliers d'années-lumière pourrait détruire la couche d'ozone, provoquer une extinction massive et potentiellement stériliser la surface de la planète. Certains scientifiques ont spéculé que des extinctions de masse passées, comme celle de l'Ordovicien silurien il y a environ 450 millions d'années, pourraient avoir été déclenchées par des sursauts gamma proches. Nous n'avons aucun moyen de prédire quand et où un tel événement pourrait se produire. Les sursauts gamma arrivent sans avertissement, de n'importe quelle direction du ciel. Si un progéniteur de sursauts gamma existait dans notre voisinage galactique, orienté vers nous, nous ne le saurions probablement pas avant qu'il ne soit trop tard. Le rayonnement gamma voyage à la vitesse de la lumière, tout comme n'importe quel signal d'avertissement que nous pourrions espérer recevoir. Eta Carinae, un système stellaire situé à environ 7500 années-lumière de la Terre, est parfois mentionné comme un candidat potentiel pour un futur sursaut gamma. Ce système contient au moins une étoile hypergéante instable, environ 100 fois plus massive que le Soleil, qui pourrait exploser en supernova dans les prochaines centaines de milliers d'années. Si cette explosion produisait un sursaut gamma et que le faisceau était dirigé vers nous, les conséquences pourraient être graves. Cependant, les études récentes suggèrent que l'axe de rotation d'Eta Carinae n'est probablement pas aligné avec la Terre, ce qui nous mettrait à l'abri du faisceau principal. Mais Eta Carinae n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Notre galaxie contient des milliards d'étoiles, dont beaucoup sont massives et instables. Nous ne les connaissons pas toutes. Nous ne pouvons pas surveiller chacune d'entre elles, et même si nous le pouvions, nous ne saurions pas nécessairement reconnaître les signes avant-coureurs d'une explosion imminente. Les collisions d'étoiles à neutrons et les collisions de trous noirs libèrent également des quantités d'énergie presque incompréhensibles. Revenons un instant sur les ordres de grandeur impliqués. Quand deux trous noirs de masse stellaire fusionnent, ils convertissent typiquement quelques pourcents de leur masse combinée en ondes gravitationnelles. Pour des trous noirs d'une trentaine de masses solaires chacun, cela représente environ 2 à 3 masses solaires d'énergie pure. La masse du Soleil est d'environ 2 fois 10 puissance 30 kg. Convertie en énergie selon la formule d'Einstein, E égale mc², cela représente environ 1,8 fois 10 puissance 47 joules. 3 masses solaires d'énergie représentent donc environ 5 fois 10 puissance 47 joules libérées en une fraction de seconde. Pour te donner une comparaison, la consommation énergétique totale de l'humanité pendant une année est d'environ 5 fois 10 puissance 20 joules. L'énergie libérée par une seule fusion de trous noirs pourrait alimenter notre civilisation pendant 10 puissance 27 années, soit 1 milliard d'années. Et pourtant, même ces chiffres colossaux pâlissent devant certains phénomènes. Les fusions de trous noirs supermassifs au centre des galaxies impliquent des masses de millions, voire de milliards de masses solaires. L'énergie gravitationnelle libérée lors de ces fusions est proportionnellement plus grande, bien que la fréquence des ondes gravitationnelles émises soit trop basse pour nos détecteurs actuels. Les explosions thermonucléaires dans les atmosphères des étoiles à neutrons, appelées sursauts X de type I, sont un autre exemple de violence cosmique concentrée. Ces sursauts se produisent quand de l'hydrogène et de l'hélium accrétés à la surface d'une étoile à neutrons atteignent une densité et une température suffisantes pour déclencher une fusion nucléaire incontrôlée. En quelques secondes, la surface entière de l'étoile à neutrons s'embrase dans une explosion thermonucléaire qui libère autant d'énergie que le Soleil n'en produit en une semaine. Ces sursauts se répètent, parfois toutes les quelques heures ou quelques jours, quand suffisamment de nouvelle matière s'est accumulée sur la surface de l'étoile à neutrons. Certains systèmes binaires contenant des étoiles à neutrons sont de véritables usines à explosion, produisant des milliers de sursauts X observables au cours de leur existence. Mais peut-être le phénomène le plus violent jamais théorisé est-il celui des supernovas par instabilité de paire. Ce type d'explosion se produit dans les étoiles les plus massives de l'univers, celles dépassant 130 masses solaires environ. Dans le cœur de ces monstres stellaires, la température devient si élevée que les photons de haute énergie commencent à se convertir spontanément en paires électrons-positrons. Cette conversion absorbe de l'énergie qui aurait autrement contribué à soutenir l'étoile contre son propre poids gravitationnel. Le résultat est un effondrement partiel du cœur qui
qui déclenche une runaway thermonucléaire. Contrairement aux supernovae ordinaires, où seules les couches externes sont expulsées, une supernova par instabilité de paire peut complètement désintégrer l'étoile, ne laissant aucun résidu, ni étoile à neutrons, ni trou noir. Toute la masse de l'étoile est convertie en énergie et en éjecta, dispersés dans l'espace environnant. L'énergie libérée par une telle explosion dépasse celle des supernovas ordinaires d'un facteur de 100 ou plus. Ces événements seraient donc visibles à travers presque tout l'univers observable s'ils se produisaient aujourd'hui. Mais les conditions nécessaires à leur formation, des étoiles extrêmement massives avec une faible teneur en éléments lourds, étaient alors probablement plus courantes dans l'univers primitif. En 2007, un événement extraordinaire a été observé dans une galaxie naine à environ 240 millions d'années-lumière. Catalogué sous le nom de SN 2007 TBI, cet événement présentait des caractéristiques compatibles avec une supernova par instabilité de paire. Si cette identification est correcte, nous avons observé l'un des types d'explosions les plus rares et les plus violents de l'univers. Et puis, il y a les événements de disruption par effet de marée, quand une étoile s'aventure trop près d'un trou noir supermassif. Les forces de marée du trou noir, la différence entre l'attraction gravitationnelle sur le côté proche et le côté éloigné de l'étoile, deviennent si intenses qu'elles étirent l'étoile jusqu'à la déchirer. La matière stellaire forme alors un disque d'accrétion autour du trou noir, brillant intensément pendant des mois à mesure qu'elle spirale vers sa destruction finale. En 2020, un tel événement a été observé dans une galaxie située à environ 215 millions d'années-lumière. Nommé AT2020NEH, cet événement a permis aux astronomes d'observer en temps réel une étoile se faire déchiqueter par un trou noir d'environ 1 million de masses stellaires. La luminosité de l'événement a atteint son pic environ 40 jours après la disruption initiale, puis a décliné progressivement à mesure que la matière disponible était consommée. Ces événements de disruption par effet de marée ne sont pas rares à l'échelle cosmique. On estime qu'ils se produisent environ une fois tous les 10 000 à 100 000 ans dans une galaxie typique. Multiplie par le nombre de galaxies, et des milliers de ces déchiquetages stellaires se produisent chaque jour quelque part dans l'univers observable. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Tous ces phénomènes violents que nous observons ne représentent qu'une fraction de ce qui se passe réellement. Les sursauts gamma sont hautement collimatés, ce qui signifie que leur rayonnement n'est émis que dans un cône étroit. Nous ne détectons que les sursauts dont le faisceau pointe vers nous. Pour chaque sursaut que nous observons, des dizaines ou des centaines d'autres se produisent dans des directions que nous ne voyons pas. De même, de nombreuses explosions de supernovas se produisent dans des régions de l'univers que nous ne surveillons pas continuellement ou sont obscurcies par la poussière de leur galaxie haute. Les estimations suggèrent que nous détectons seulement une petite fraction des supernovas qui explosent dans l'univers observable chaque année. Et bien sûr, au-delà de l'horizon cosmologique, des cataclysmes d'une violence inimaginable se produisent à chaque instant, complètement invisibles à tous nos instruments. Des magnétars éruptent, des étoiles à neutrons fusionnent, des trous noirs dévorent des étoiles, des galaxies entrent en collision. Toute cette violence existe quelque part dans l'immensité de l'univers total, mais nous n'en saurons jamais rien. Cette violence omniprésente soulève une question fondamentale. Pourquoi l'univers est-il si violent ? Pourquoi les processus cosmiques impliquent-ils invariablement des énergies aussi colossales, des destructions aussi totales ? La réponse, en partie, réside dans la gravité elle-même. La gravité est une force toujours attractive qui tend à concentrer la matière, et quand la matière se concentre suffisamment, les énergies impliquées deviennent astronomiques. Mais cette explication mécanique ne satisfait pas entièrement notre curiosité. Il y a quelque chose de profondément étrange dans un univers où la création et la destruction sont si intimement liées, où les mêmes processus qui forgent les éléments de la vie peuvent aussi annihiler toute vie existante. L'univers ne semble pas conçu pour notre confort ou notre sécurité. Il suit ses propres règles, indifférent à notre existence. Et peut-être est-ce là le plus grand mystère de tous, non pas les mécanismes physiques des explosions cosmiques que nous commençons à comprendre, mais la signification de toute cette violence dans un univers qui a également produit la vie, la conscience, la capacité de s'émerveiller devant sa propre immensité.
Nous avons découvert que nous ne voyons qu'une infime fraction de l'univers. Nous avons appris que cette fraction visible est elle-même le théâtre de cataclysmes d'une violence inouïe. Mais nous n'avons pas encore affronté la question la plus troublante de toutes. Que signifie tout cela pour nous ? Quelle est notre place dans ce cosmos violent et largement invisible ? Ces questions existentielles seront au cœur de la prochaine partie de notre voyage. Car au-delà des chiffres et des phénomènes physiques, au-delà des distances impossibles et des énergies incompréhensibles, il y a une réalité humaine à affronter. Nous sommes des créatures conscientes, capables de contempler l'univers et de nous demander pourquoi nous existons. Et cette capacité même soulève des paradoxes que la science seule ne peut pas résoudre. L'univers nous a donné la vie. L'univers pourrait nous l'enlever à tout instant, sans avertissement et sans appel. Et entre ces deux extrêmes, nous flottons sur notre petit rocher, regardant les étoiles et nous demandant si quelqu'un d'autre, quelque part dans cette immensité, se pose les mêmes questions que nous. Le mystère reste ouvert. Plus nous apprenons sur l'univers, plus nous réalisons combien il nous reste à apprendre. Plus nous mesurons sa violence, plus nous nous émerveillons de notre propre existence improbable. Et plus nous contemplons ses frontières, plus nous prenons conscience de tout ce qui restera à jamais au-delà de notre portée. Nous avons traversé ensemble les frontières de l'observable, exploré les mécanismes qui nous emprisonnent dans notre bulle cosmique et contemplé la violence qui façonne l'univers visible et invisible. Mais maintenant, nous devons affronter les questions les plus profondes, celles qui touchent à l'essence même de notre existence. Des questions que la science peut éclairer, mais jamais résoudre complètement. Car au-delà des données et des équations, il y a le mystère fondamental de notre présence ici, maintenant, dans ce cosmos immense et largement inconnu. Que signifie vraiment le fait que nous ne voyons qu'une fraction infinitésimale de l'univers ? Au premier abord, cette réalité pourrait sembler purement technique, une limitation de nos instruments et de la physique elle-même. Mais ces implications vont beaucoup plus loin. Elles touchent à la nature même de la connaissance, à notre capacité de comprendre le réel et ultimement à notre place dans l'ordre des choses. Pense un instant à ce que nous appelons la réalité. Pour toi, la réalité est ce que tu peux percevoir, directement ou indirectement, les objets autour de toi, les personnes que tu connais, les informations que tu reçois à travers tes sens et tes instruments. Mais nous venons de découvrir que l'immense majorité de ce qui existe dans l'univers nous est fondamentalement inaccessible. Ces régions au-delà de l'horizon cosmologique ne sont pas simplement lointaines. Elles sont causalement déconnectées de nous. Aucun événement survenant là-bas ne peut jamais nous affecter. Aucune information en provenance de ces régions ne peut jamais nous atteindre. Dans un sens très réel, ces parties de l'univers n'existent pas pour nous. Oh, elles existent probablement dans un sens ontologique absolu. Les lois de la physique suggèrent qu'elles sont là, remplies de galaxies et d'étoiles similaires à celles que nous observons. Mais du point de vue de toute interaction possible, de tout échange d'informations, de toute influence causale, elles pourraient aussi bien ne pas exister. C'est une forme d'existence fantôme, présente selon nos théories, mais absente de toute expérience possible. Cette situation soulève une question philosophique troublante. Si une partie de la réalité nous est à jamais inaccessible, comment pouvons-nous prétendre la connaître ? La science repose sur la vérification empirique. Nous formulons des hypothèses et nous les testons contre les observations. Mais les régions au-delà de l'horizon ne peuvent jamais être observées. Toute affirmation à leur sujet reste à jamais invérifiable. Est-ce encore de la science ? Ou avons-nous glissé dans le domaine de la métaphysique ? Certains philosophes des sciences argumentent que les affirmations sur l'univers inobservable sont épistémologiquement vides. Si nous ne pouvons pas les tester, nous ne pouvons pas vraiment les connaître. D'autres répondent que nos théories physiques, qui ont été abondamment vérifiées dans l'univers observable, nous donnent des raisons de croire qu'elles s'appliquent aussi au-delà. C'est une forme d'inférence, basée sur l'hypothèse que l'univers est fondamentalement uniforme. Mais cette hypothèse d'uniformité est elle-même invérifiable. Nous la supposons parce qu'elle est simple et élégante, parce qu'elle correspond à notre expérience locale, parce qu'elle rend la cosmologie possible. Mais nous n'avons aucune garantie qu'elle soit vraie. L'univers au-delà de notre horizon pourrait être radicalement différent. Il pourrait contenir des formes de matière et d'énergie que nous n'imaginons même pas.
Il pourrait obéir à des lois physiques modifiées. Nous ne le saurons jamais. Cette incertitude fondamentale devrait nous rendre humbles. Nous, qui avons cartographié le génome humain, envoyé des robots sur Mars, détecté les ondulations de l'espace-temps, nous restons ignorants de la nature de la plus grande partie de l'existence. Notre connaissance, aussi impressionnante soit-elle, n'est qu'une île minuscule dans un océan d'inconnus. Et c'est ici que surgit la question qui hante l'humanité depuis qu'elle a levé les yeux vers les étoiles. Sommes-nous seuls? Dans cet univers immense, violent et largement invisible, existe-t-il d'autres consciences qui contemplent le cosmos et se demandent la même chose? La logique statistique suggère que non, nous ne devrions pas être seuls. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles, la plupart entourées de planètes. Le nombre de mondes potentiellement habitables dépasse l'imagination. Et si l'univers total est des milliards de fois plus grand que l'univers observable, comme le suggèrent certains modèles, alors le nombre de planètes dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Dans un tel cosmos, il semblerait extraordinairement improbable que la vie ne soit apparue qu'une seule fois sur notre petit monde. Les mêmes lois physiques, les mêmes éléments chimiques, les mêmes processus stellaires existent partout dans l'univers observable. Pourquoi la vie serait-elle une exception terrestre? Et pourtant, malgré des décennies de recherche, nous n'avons trouvé aucune trace de vie extraterrestre. Pas de signaux radio artificiels, pas de signature biosignature dans les atmosphères exoplanétaires, pas de visite d'êtres venus d'ailleurs. Le ciel reste silencieux. Ce paradoxe, formulé pour la première fois par le physicien Enrico Fermi en 1950, porte aujourd'hui son nom. Si l'univers grouille de civilisations, où sont-elles? De nombreuses explications ont été proposées pour résoudre le paradoxe de Fermi. Peut-être la vie intelligente est-elle beaucoup plus rare que nous ne le pensons. Peut-être les civilisations technologiques s'autodétruisent-elles avant de pouvoir coloniser la galaxie. Peut-être les distances interstellaires sont-elles tout simplement infranchissables, condamnant chaque civilisation à l'isolement. Peut-être les civilisations avancées existent-elles, mais choisissent car de ne pas se manifester, nous observant en silence comme nous observons les fourmilières. Mais notre découverte sur les limites de l'observable ajoute une nouvelle dimension à ce paradoxe. Même si des milliards de civilisations existaient dans l'univers total, la plupart seraient situées au-delà de notre horizon cosmologique. Nous ne pourrions jamais détecter leurs signaux, même s'ils nous les envoyaient, et ils ne pourraient jamais détecter les nôtres. Chaque civilisation serait prisonnière de sa propre bulle cosmique, ignorant à jamais l'existence des autres. Plus troublant encore, l'accélération de l'expansion cosmique signifie que ces bulles se rétrécissent avec le temps. Des civilisations qui pourraient théoriquement nous contacter aujourd'hui deviendront inaccessibles dans le futur. La fenêtre d'opportunité pour établir un contact intergalactique se referme lentement, mais inexorablement. Si nous n'agissons pas maintenant, à l'échelle des milliards d'années, nous serons condamnés à une solitude définitive. Imagine un instant le futur lointain de l'univers. Dans des centaines de milliards d'années, toutes les galaxies en dehors de notre groupe local auront franchi l'horizon cosmologique. Le ciel nocturne, aujourd'hui parsemé de milliards de galaxies lointaines, sera vide et noir. Les astronomes du futur, s'il en existe, ne verront qu'une seule galaxie géante, résultat de la fusion de la Voie, Lactée et d'Andromède. Ils n'auront aucune preuve de l'existence des autres galaxies, aucun indice de l'expansion cosmique, aucune trace du Big Bang. Ces futurs observateurs pourraient conclure, raisonnablement à partir de leurs données, que l'univers est petit, statique et éternel. Ils auraient tort, mais ils n'auraient aucun moyen de le savoir. L'univers leur cacherait sa propre histoire, effaçant les preuves de sa jeunesse turbulente et de sa vastitude. Nous vivons dans une époque privilégiée, un moment cosmique où les traces du passé sont encore visibles. Cette époque ne durera pas. Cette perspective temporelle ajoute une urgence existentielle à notre quête de connaissances. Chaque découverte que nous faisons aujourd'hui est un trésor qui pourrait être perdu à jamais dans le futur. Chaque galaxie que nous photographions, chaque signal cosmique que nous détectons, chaque mesure de l'expansion que nous effectuons, tout cela deviendra impossible pour les civilisations futures. Nous sommes les dépositaires d'une connaissance
qui ne pourra plus être acquise une fois que l'univers aura effacé ses propres traces. Cette responsabilité est vertigineuse. Mais elle est aussi profondément significative. Dans un cosmos indifférent, nous sommes les témoins, les observateurs, les gardiens d'une mémoire cosmique qui n'existera nulle part ailleurs une fois que nous aurons disparu. Mais que sommes-nous vraiment à l'échelle de l'univers? Insignifiant, certainement. Notre planète est un grain de poussière en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des milliards, dans un univers observable qui n'est lui-même qu'une fraction de l'univers total. Si toute l'humanité disparaissait demain, l'univers ne s'en apercevrait même pas. Les étoiles continueraient à briller, les galaxies continueraient à tourner, l'espace continuerait à s'étendre. Notre absence ne créerait pas la moindre ride dans le tissu cosmique. Et pourtant, cette insignifiance apparente cache quelque chose de remarquable. Nous sommes, autant que nous sachions, la seule partie de l'univers qui est consciente d'elle-même. À travers nos yeux, nos télescopes, nos équations, l'univers se regarde et se comprend. Nous sommes le cosmos devenu conscient, la matière qui a appris à s'interroger sur sa propre existence. Cette réalisation est au cœur du principe anthropique, une idée philosophique qui a suscité d'intenses débats dans la communauté scientifique. Le principe anthropique observe que les constantes fondamentales de l'univers semblent finement ajustées pour permettre l'existence de la vie complexe. Si la force nucléaire forte était légèrement différente, les étoiles ne pourraient pas synthétiser le carbone. Si la force électromagnétique était légèrement différente, les atomes ne pourraient pas former des molécules stables. Si la constante cosmologique était légèrement plus grande, l'univers se serait dispersé trop vite pour que les galaxies puissent enfin se former. Cet ajustement apparent soulève une question profonde. Pourquoi l'univers possède-t-il précisément les propriétés nécessaires à notre existence? Certains y voient la preuve d'une conception intentionnelle, d'une intelligence supérieure qui aurait réglé les paramètres cosmiques pour permettre la vie. D'autres proposent l'hypothèse du multivers, selon laquelle notre univers n'est qu'un parmi une infinité d'univers, possédant chacun des constantes différentes. Nous existons dans celui qui permet la vie, simplement parce que nous ne pourrions pas exister ailleurs. Ces explications restent spéculatives et probablement invérifiables, mais elles illustrent un point important. Notre existence même nous donne une perspective biaisée sur l'univers. Nous ne pouvons observer que le type d'univers qui permet l'existence d'observateurs. Tous les univers stériles, s'ils existent, restent à jamais sans témoin. Cette idée a des implications troublantes pour notre compréhension de l'univers au-delà de l'observable. Si le multivers existe, alors les régions au-delà de notre horizon pourraient ne pas être simplement une extension de ce que nous connaissons. Elles pourraient être fondamentalement différentes, obéissant à d'autres lois, possédant d'autres propriétés. Certaines pourraient être vides et stériles. D'autres pourraient abriter des formes de complexité que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais revenons à notre situation présente et projetons-nous dans le futur à long terme de l'univers que nous pouvons observer. Quel destin attend le cosmos sur des échelles de temps qui dépassent tout ce que l'esprit humain peut véritablement appréhender? Les modèles cosmologiques actuels prédisent plusieurs scénarios possibles, selon la nature exacte de l'énergie sombre. Le scénario le plus probable, basé sur nos observations actuelles, est celui de la mort thermique. Dans ce scénario, l'expansion de l'univers continue indéfiniment, devenant de plus en plus rapide. Les galaxies s'éloignent les unes des autres jusqu'à disparaître au-delà de leurs horizons respectifs. Les étoiles épuisent leur combustible nucléaire et s'éteignent. Les dernières naines rouges, les étoiles les plus économes en énergie, brilleront encore pendant des billions d'années, mais elles finiront elles aussi par mourir. Après l'extinction des dernières étoiles, les restes stellaires, naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs, dériveront dans l'obscurité. Lentement, sur des échelles de temps inimaginables, les galaxies se désintégreront. Les étoiles seront éjectées par des interactions gravitationnelles aléatoires, ou tomberont vers les trous noirs centraux. Après des billions d'années, il ne restera que des trous noirs isolés, flottant dans un vide de plus en plus froid et vide. Mais même les trous noirs ne sont pas éternels. Le physicien Stephen Hawking a montré que les trous noirs émettent un rayonnement thermique très faible, maintenant appelé
rayonnement de Hawking. Ce rayonnement emporte de l'énergie, ce qui signifie que les trous noirs s'évaporent lentement. Le processus est extraordinairement lent. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait environ 10 puissance 67 années à s'évaporer. Un trou noir supermassif d'1 milliard de masses solaires mettrait environ 10 puissance 100 années. Mais ces durées, aussi colossales soient-elles, sont finies. À terme, après un temps si long qu'aucune analogie ne peut le rendre compréhensible, les derniers trous noirs s'évaporeront dans un dernier souffle de rayonnement. Et après cela, il ne restera plus rien que des particules élémentaires, des photons de très faible énergie, dérivant dans un espace en expansion continue, de plus en plus vide, de plus en plus froid. L'univers approchera asymptotiquement du zéro absolu, sans jamais l'atteindre. Toute structure, toute complexité, toute possibilité d'événements intéressants aura disparu. C'est la mort thermique, le destin final de l'entropie maximale. Ce scénario est presque trop sombre pour être contemplé, mais il existe d'autres possibilités, certaines encore plus terrifiantes. Si l'énergie sombre n'est pas constante mais augmente avec le temps, l'expansion de l'univers pourrait s'emballer de manière catastrophique. C'est le scénario du Big Rip, le grand déchirement. Dans ce scénario, l'expansion accélère jusqu'à ce que l'espace lui-même se dilate plus vite que les forces qui maintiennent les structures ensemble ne peuvent résister. D'abord, les amas de galaxies seraient déchirés, les galaxies individuelles s'éloignant les unes des autres à des vitesses folles. Puis, les galaxies elles-mêmes seraient démembrées, les étoiles arrachées à leurs orbites et dispersées. Puis, les systèmes planétaires seraient détruits, les planètes s'éloignant de leurs étoiles. Puis, les planètes elles-mêmes seraient déchiquetées. Puis, les atomes. Puis, les noyaux atomiques. Finalement, l'espace-temps lui-même serait mis en pièces dans une singularité finale. Ce scénario est actuellement considéré comme moins probable que la mort thermique, mais il n'est pas exclu par nos observations. L'énergie sombre reste tellement mystérieuse que nous ne pouvons pas prédire avec certitude son comportement futur. Il existe aussi des scénarios plus exotiques. Certains modèles suggèrent que notre univers pourrait être métastable, reposant dans un faux vide qui n'est pas véritablement l'état d'énergie minimale. Si c'est le cas, une transition vers le vrai vide pourrait se produire spontanément quelque part dans l'univers. Cette transition créerait une bulle de vrai vide qui s'étendrait à la vitesse de la lumière, détruisant tout sur son passage. Les lois de la physique à l'intérieur de la bulle seraient différentes, probablement incompatibles avec toute forme de matière ou de vie telle que nous la connaissons. Si une telle bulle de vrai vide se formait quelque part au-delà de notre horizon cosmologique, elle pourrait se propager vers nous pendant des milliards d'années sans que nous le sachions. Elle pourrait être en route en ce moment même, invisible et inévitable. Nous n'aurions aucun avertissement avant l'instant final où elle nous atteindrait et nous annihilerait. Ces scénarios apocalyptiques peuvent sembler purement académiques, des spéculations de physiciens jouant avec des équations. Mais ils soulèvent des questions existentielles profondes. Si l'univers est destiné à mourir, quel sens a notre existence? Si toute trace de notre civilisation, de nos œuvres, de nos pensées, sera effacée dans la mort thermique finale, pourquoi nous soucier de quoi que ce soit? Les philosophes ont débattu de ces questions depuis des millénaires, bien avant que nous connaissions le destin cosmique de l'univers. Certains argumentent que le sens de la vie ne dépend pas de sa permanence. Un coucher de soleil magnifique a de la valeur, même s'il ne dure que quelques minutes. Une symphonie sublime a du sens, même si elle se termine. De même, notre existence pourrait avoir un sens intrinsèque, indépendamment de ce qui se passera dans des billions d'années. D'autres adoptent une perspective plus sombre. Ils voient, dans le destin final de l'univers, la preuve ultime de notre insignifiance cosmique. Nous ne sommes que des fluctuations temporaires dans un océan d'entropie, des bulles de complexité condamnées à se dissiper dans le néant. Rien de ce que nous faisons ne compte vraiment à l'échelle cosmique. Mais peut-être y a-t-il une troisième voie. Peut-être le fait même que nous puissions contempler ces questions, que nous puissions comprendre le destin de l'univers et nous interroger sur notre place en son sein, est-il significatif en soi? L'univers a produit des êtres capables de le comprendre. Cela, au moins, est remarquable. Et même si cette compréhension elle est limitée, même si elle est temporaire, elle existe, elle est réelle, elle compte,
La question de notre solitude cosmique reste ouverte. Nous ne savons pas si d'autres consciences existent dans l'univers observable, encore moins dans les immensités au-delà de l'horizon. Peut-être sommes-nous vraiment seuls, une anomalie statistique dans un cosmos par ailleurs stérile. Peut-être des milliards de civilisations contemplent-elles les mêmes étoiles que nous, chacune isolée dans sa propre bulle, ignorant les autres. Dans les deux cas, notre responsabilité est immense. Si nous sommes seuls, nous sommes les gardiens uniques de la conscience dans l'univers. Si d'autres existent, mais sont inaccessibles, nous sommes néanmoins seuls dans notre région du cosmos, les seuls témoins de notre coin d'univers. Et le mystère persiste. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi l'univers possède-t-il les propriétés qu'il possède ? Pourquoi sommes-nous ici pour poser ces questions ? Ces interrogations n'ont pas de réponse scientifique définitive. Elles touchent aux limites de ce que la raison humaine peut appréhender. Mais peut-être n'avons-nous pas besoin de réponses définitives. Peut-être le questionnement lui-même a-t-il de la valeur. Peut-être le fait de contempler le cosmos, de s'émerveiller devant son immensité, de trembler devant sa violence, de méditer sur ses mystères, est-il une fin en soi ? Nous sommes les yeux et les oreilles de l'univers, sa conscience émergente. Et tant que nous existons, l'univers n'est pas complètement sourd et aveugle à sa propre magnificence. Ces réflexions nous amènent au terme de notre exploration des implications existentielles de notre prison cosmique. Nous avons contemplé notre insignifiance et notre singularité, notre solitude potentielle et notre responsabilité certaine, notre mortalité cosmique et notre signification présente. Mais il reste encore un chemin à parcourir. Dans la dernière partie de ce voyage, nous rassemblerons tous les fils de notre exploration et nous tenterons de trouver une perspective unifiée sur notre condition d'observateur cosmique limité. Car malgré toutes les limites que nous avons découvertes, malgré toutes les questions sans réponse, il reste quelque chose de profondément merveilleux dans notre capacité même à contempler l'univers. Nous sommes ici, nous regardons, nous nous interrogeons, et c'est peut-être tout ce qui compte vraiment. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers les frontières du visible et de l'invisible, du connu et de l'inconnaissable. Nous avons parcouru ensemble des distances que l'esprit humain ne peut véritablement concevoir. Contempler des phénomènes d'une violence qui dépasse toute imagination et affronter des questions qui touchent à l'essence même de notre existence. Il était maintenant temps de rassembler tous ces fils, de tisser une tapisserie cohérente à partir des fragments épars de notre exploration et de chercher une perspective qui puisse nous guider dans notre condition de prisonnier cosmique. Rappelons-nous d'où nous sommes partis. Nous croyons avoir cartographié l'univers. Nous pensions que nos télescopes toujours plus puissants nous permettraient un jour de tout voir, de tout comprendre, de tout maîtriser. Cette croyance était une illusion réconfortante, un récit de progrès linéaire qui flattait notre orgueil d'espèce dominante. Mais la réalité s'est révélée infiniment plus humiliante. L'univers observable, avec ses 93 milliards d'années-lumière de diamètre, ses 2000 milliards de galaxies, ses milliards d'étoiles, n'est probablement qu'une goutte d'eau dans un océan sans rivage. Au-delà de notre horizon cosmologique s'étendent des immensités que nous ne verrons jamais, peuplées de structures et de phénomènes dont nous ne soupçonnerons jamais l'existence. Et cette ignorance n'est pas le fruit de notre incompétence technologique. Elle est inscrite dans les lois fondamentales de la physique. La vitesse finie de la lumière, combinée à l'expansion accélérée de l'espace, crée une barrière infranchissable autour de notre perception. Nous avons découvert que même au sein de cet univers observable, notre vision est fragmentaire et biaisée. Les 380 000 premières années du cosmos nous sont cachées derrière un mur d'opacité primordiale. La matière noire, qui représente 5 fois plus de masse que la matière ordinaire, est invisible à tous nos instruments optiques. L'intérieur des trous noirs constitue des zones de mystère absolu, causalement déconnectées de notre réalité. Et l'énergie sombre, qui compose près de 70% du contenu de l'univers, reste une énigme presque totale, malgré des décennies de recherche. Nous avons plongé dans la violence qui caractérise le cosmos à toutes les échelles. Des magnétars qui libèrent en une fraction de seconde plus d'énergie que le Soleil en des millénaires. Des kilonovae qui forgent les éléments les plus lourds dans des déflagrations cataclysmiques. Des sursauts gamma
qui surpasse en luminosité tout le reste de l'univers observable pendant quelques secondes terrifiantes. Des collisions d'amas de galaxies qui libèrent des quantités d'énergie défiant toute compréhension humaine. Et tout cela se produit non seulement dans l'univers que nous pouvons observer, mais aussi, certainement, dans les vastitudes invisibles au-delà de notre horizon. Nous avons affronté les implications existentielles de notre condition, notre insignifiance apparente dans un cosmos indifférent à notre existence, la possibilité troublante de notre solitude cosmique, ou celle, tout aussi troublante, d'une multitude de civilisations à jamais inaccessibles les unes aux autres. Le destin final de l'univers, qu'il s'agisse de la mort thermique glaciale ou du déchirement catastrophique du tissu de l'espace-temps. Et la question lancinante du sens de notre existence face à ces perspectives vertigineuses. Maintenant, rassemblons ces éléments et cherchons une vision d'ensemble. La première chose qui émerge de notre exploration est un paradoxe fondamental. Nous sommes à la fois extraordinairement limités et extraordinairement privilégiés. Limités parce que notre perception ne s'étend qu'à une fraction infime de ce qui existe. Privilégiés parce que nous vivons à une époque cosmique où les traces du passé sont encore visibles, où l'expansion n'a pas encore effacé les preuves de la jeunesse de l'univers, où nous pouvons encore observer des milliards de galaxies et reconstruire l'histoire du cosmos. Les futurs habitants de la galaxie fusionnée voient lactée Andromède, dans des centaines de milliards d'années, n'auront pas cette chance. Pour eux, le ciel nocturne sera vide de galaxies extérieures. Le fond diffus cosmologique sera tellement dilué qu'il sera indétectable. Ils n'auront aucune preuve de l'expansion cosmique, aucune trace du Big Bang, aucun indice de l'existence des milliards de galaxies que nous photographions aujourd'hui. Leur cosmologie sera nécessairement erronée, non par manque d'intelligence ou de technologie, mais parce que l'univers lui-même leur aura caché la vérité. Nous sommes donc les témoins d'une époque unique, les archéologues cosmiques d'un moment privilégié dans l'histoire de l'univers. Chaque observation que nous faisons, chaque mesure que nous effectuons, chaque théorie que nous développons est un trésor qui pourrait être perdu à jamais si nous ne le préservons pas. Cette responsabilité devrait nous inspirer un profond sentiment de mission. Nous ne faisons pas de l'astronomie seulement pour nous-mêmes. Nous la faisons pour toutes les générations futures qui ne pourront plus la faire. La deuxième chose qui émerge est une leçon d'humilité épistémique. La science nous a donné des pouvoirs extraordinaires de compréhension et de prédiction. Mais elle a aussi révélé ses propres limites. Il existe des questions que nous ne pourrons peut-être jamais résoudre, non par manque d'effort, mais par impossibilité fondamentale. La nature de ce qui se trouve au-delà de l'horizon cosmologique, la réalité ou non du multivers, les conditions initiales exactes du Big Bang. Ces questions pourraient même rester à jamais ouvertes, non pas parce que nous ne sommes pas assez intelligents, mais parce que l'univers ne nous fournit pas les données nécessaires pour y répondre. Cette humilité ne devrait pas nous décourager. Au contraire, elle devrait nous libérer d'une forme de hubris intellectuelle qui a parfois caractérisé notre espèce. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Nous ne sommes même pas les maîtres de notre propre connaissance. Nous sommes des explorateurs modestes tâtonnant dans l'obscurité, éclairés par une bougie vacillante de compréhension partielle. Et c'est très bien ainsi. L'humilité est une vertu, en science comme ailleurs. La troisième chose qui émerge est une forme de résilience existentielle. Face à notre insignifiance cosmique, face à notre mortalité individuelle et collective, face au destin final de l'univers lui-même, nous pourrions céder au désespoir. À quoi bon s'efforcer si tout sera effacé dans la mort thermique finale ? À quoi bon créer si nos œuvres seront oubliées quand le dernier trou noir s'évaporera ? Cette perspective nihiliste est logiquement cohérente, mais elle n'est pas la seule disponible. Car le sens de notre existence ne dépend pas nécessairement de sa permanence. Un coucher de soleil est beau, même s'il ne dure que quelques minutes. Une symphonie est sublime, même si elle se termine. Une vie humaine peut être significative, même si elle s'achève. Et de même, notre civilisation, notre espèce, notre univers observable tout entier peuvent avoir une valeur intrinsèque indépendamment de leur durée limitée. Le philosophe Albert Camus a écrit qu'il fallait imaginer Sisyphe heureux, ce personnage mythologique condamné à pousser éternellement un rocher
vers le sommet d'une montagne pour le voir redescendre. Peut-être devons-nous adopter une perspective similaire face au cosmos. Nous savons que nos efforts seront ultimement effacés. Mais l'effort lui-même, la quête elle-même, le questionnement lui-même ont de la valeur. Nous trouvons du sens dans le voyage, non dans la destination. La quatrième chose qui émerge est une connexion inattendue entre l'infiniment grand et l'infiniment personnel. Nous avons parlé de distance en milliards d'années-lumière, d'énergie en joules à des puissances de 50 ou 60, de durée en billions et billions d'années. Ces chiffres sont tellement colossaux qu'ils perdent toute signification intuitive. Et pourtant, tout cela nous concerne directement, intimement. Les atomes de ton corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Le fer dans ton sang, le calcium dans tes os, l'oxygène dans tes poumons proviennent de supernovas qui ont explosé bien avant la formation du Soleil. Tu es littéralement fait de poussière d'étoiles, le produit de milliards d'années d'évolution cosmique. L'univers t'a créé à partir de sa propre substance, lentement, patiemment, à travers des processus d'une complexité vertigineuse. Et maintenant, à travers toi, l'univers se contemple lui-même. Chaque fois que tu lèves les yeux vers le ciel nocturne, chaque fois que tu te poses qu'une question sur les étoiles, chaque fois que tu t'émerveilles devant la beauté du cosmos, c'est l'univers qui prend conscience de sa propre magnificence. Tu n'es pas un observateur extérieur regardant l'univers de l'extérieur. Tu es une partie de l'univers regardant le reste. Tu es la matière devenue consciente, l'énergie devenue capable de s'interroger sur sa propre nature. Cette perspective transforme notre relation au cosmos. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous en faisons intégralement partie. Ses limites sont nos limites. Ses mystères sont nos mystères. Son destin sera notre destin. Mais aussi, sa beauté est notre beauté. Sa complexité est notre complexité. Sa capacité d'émerveillement est notre capacité d'émerveillement. La cinquième chose qui émerge est une invitation à l'action. Face à l'immensité du cosmos, face à notre petitesse apparente, nous pourrions être tentés de nous retirer dans l'apathie. À quoi bon agir si nous sommes si insignifiants ? Mais cette conclusion est fallacieuse. Notre petitesse physique ne diminue en rien notre capacité d'action dans notre sphère d'influence. Et cette sphère, bien que minuscule à l'échelle cosmique, est immense à l'échelle humaine. Nous pouvons continuer à explorer le cosmos avec nos télescopes et nos sondes spatiales. Chaque nouvelle découverte enrichit notre compréhension et repousse un peu plus les frontières de notre ignorance. Nous pouvons préserver et transmettre nos connaissances aux générations futures, créant une chaîne ininterrompue de sagesse cosmique. Nous pouvons chercher des traces de vie ailleurs dans l'univers, refusant de céder au découragement malgré le silence apparent du ciel. Nous pouvons réfléchir aux moyens de préserver notre civilisation face aux menaces cosmiques que nous avons identifiées. Et peut-être, un jour lointain, nos descendants développeront des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Peut-être trouveront-ils des moyens de voyager entre les étoiles, de communiquer à travers les gouffres intergalactiques, peut-être même de transcender les limites de l'horizon cosmologique d'une manière que la physique actuelle considère comme impossible. Nous ne pouvons pas exclure ces possibilités. L'histoire de la science est remplie de barrières prétendument infranchissables qui ont finalement été surmontées. Mais même si ces espoirs s'avèrent illusoires, même si nos descendants restent à jamais confinés dans leur bulle cosmique comme nous le sommes, leur existence même aura de la valeur. Chaque conscience qui contemple l'univers enrichit cet univers d'une perspective unique. Chaque question posée, même sans réponse, témoigne de la capacité de la matière à s'interroger sur elle-même. Chaque moment de beauté perçu, chaque instant d'émerveillement ressenti, justifie en quelque sorte l'existence du cosmos tout entier. Nous avons commencé ce voyage par une affirmation choquante. Nous nous étions trompés sur la quantité d'univers que nous avions vu. Nous pensions avoir cartographié le cosmos alors que nous n'avions exploré qu'une bulle microscopique. Nous croyions comprendre l'étendue de l'existence alors que nous n'en percevions qu'une fraction infinitésimale. Cette prise de conscience pourrait être déprimante. Elle pourrait nous faire sentir petits, insignifiants, perdus dans une immensité indifférente. Mais elle peut aussi être libératrice, car elle nous rappelle que le mystère est inépuisable,
que l'émerveillement n'a pas de fin, que peu importe combien nous apprenons, il restera toujours infiniment plus à découvrir. L'univers observable lui-même, bien que n'étant qu'une fraction de l'univers total, contient suffisamment de mystères pour occuper notre espèce pendant des millions d'années. Chaque galaxie que nous photographions contient des milliards d'histoires non racontées. Chaque étoile que nous cataloguons pourrait abriter des mondes fascinants. Chaque phénomène que nous observons soulève de nouvelles questions plus profondes que les réponses que nous avons trouvées. Et au-delà de tout ce que nous pouvons voir, s'étend l'inconnu. Non pas un inconnu provisoire que nous pourrions un jour conquérir, mais un inconnu permanent, structurel, inscrit dans la nature même de la réalité. Cet inconnu n'est pas une menace, c'est une invitation à l'humilité, à l'émerveillement, à la contemplation. Alors que tu fermes les yeux ce soir, pense un instant à tout ce que nous avons exploré ensemble. Pense aux 93 milliards d'années-lumière de l'univers observable et aux immensités peut-être infinies au-delà. Pense aux magnétars qui pulsent dans le noir, aux trous noirs qui dévorent des étoiles, aux galaxies qui entrent en collision dans des balais gravitationnels d'une lenteur majestueuse. Pense au fond diffus cosmologique, cette lueur fossile du moment où l'univers est devenu transparent, et à tout ce qui s'est passé avant que cette lumière ne puisse voyager librement. Pense aux civilisations qui existent peut-être dans des galaxies lointaines, contemplant leurs propres étoiles et se demandant si elles sont seules. Pense à toutes les consciences qui pourraient fleurir au-delà de notre horizon, à jamais inaccessibles, ignorant notre existence comme nous ignorons la leur. Pense à la possibilité vertigineuse que l'univers soit infini et que tout ce que nous pouvons imaginer existe quelque part dans cette infinité. Et puis pense à toi-même, à ce miracle improbable qu'est ton existence, aux milliards d'années d'évolution cosmique et biologique qui ont été nécessaires pour te créer, aux atomes de ton corps qui ont voyagé à travers des étoiles et des nébuleuses avant de se rassembler en cette configuration unique qui est toi. Tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers devenu conscient de lui-même, ne serait-ce que pour un instant, ne serait-ce que dans un coin minuscule de son immensité. Cette conscience est précieuse, elle est rare, elle est peut-être unique dans tout le cosmos, ou peut-être partagée par des milliards d'autres êtres. Nous ne le savons pas, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu es là, tu existes, tu penses, tu te demandes, tu t'émerveilles. L'univers nous a donné la capacité de le contempler. C'est un cadeau extraordinaire, peut-être le plus grand de tous. Et même si notre contemplation est limitée, même si elle ne dure qu'un instant à l'échelle cosmique, elle a de la valeur, elle a du sens, elle compte. Alors, laisse-toi porter par le mystère. Ne cherche pas à le résoudre complètement, car c'est impossible. Accepte-le, embrasse-le. Réjouis-toi de son existence, car un univers entièrement compris serait un univers sans surprise, sans découverte, sans émerveillement. L'inconnu qui nous entoure est la source de toute notre curiosité, de toute notre quête, de tout notre sens du merveilleux. Nous nous étions trompés sur la quantité d'univers que nous avions vu. Mais cette erreur nous a conduits à une vérité plus profonde. Nous ne sommes pas les maîtres du cosmos. Nous en sommes les témoins émerveillés. Et c'est amplement suffisant. La nuit s'étend au-dessus de toi, parsemée de milliards d'étoiles qui ne sont elles-mêmes que des grains de sable sur la plage infinie de l'existence. Quelque part, au-delà de ce que tes yeux peuvent nous voir, au-delà de ce que nos plus puissants télescopes peuvent détecter, au-delà de ce que nos théories peuvent atteindre, l'univers continue. Il s'étend peut-être à l'infini dans toutes les directions, rempli de merveilles que nous n'imaginerons jamais. Et toi, tu es là, minuscule et magnifique, éphémère et éternel dans ton instant de conscience. Partie intégrante de ce cosmos qui te dépasse infiniment, mais dont tu es néanmoins un fragment irremplaçable. Dors maintenant. Laisse ton esprit dériver parmi les étoiles. Et si tu te réveilles au milieu de la nuit, pense un instant aux galaxies qui tournent silencieusement au-dessus de toi, aux photons qui ont voyagé pendant des milliards d'années pour atteindre tes yeux, aux mystères qui s'étendent au-delà de tout ce que tu pourras jamais connaître. L'univers est plus grand que tout ce que nous pensions.
et c'est merveilleux.